Bonsoir à tous, prenez place. Un petit mot très rapide, bienvenue. Quelques informations. C'est la 3e conférence du mois d'octobre, mais c'est la dernière. La prochaine conférence aura lieu le 6 novembre, ici, et nous écouterons Bruno Mardeau, qui est professeur à l'Université de La Rochelle, qui est un des grands spécialistes de l'histoire maritime et de l'histoire portuaire, clore le cycle que nous avions commencé l'année dernière sur les ports, et en particulier les ports français. Après avoir regardé du côté du XVIe siècle et puis du XVIIIe siècle, Bruno Mardeau nous invitera à voir comment les ports ont affronté les différentes révolutions technologiques du XXe et même du début du XXIe siècle. Je ne vous en dis pas plus, vous avez de quoi vous documenter sur la plaquette. Je vais tout de suite passer la parole à Florence, mais au nom de l'université, bien que ce soit l'université populaire ici, mais comme l'université est aussi partenaire avec le Volcan de l'université populaire, je voudrais remercier le MUMA et sa conservatrice qui est dans la salle d'avoir ouvert ses portes d'une certaine façon en se déplaçant jusqu'ici pour cette conférence qui était liée à la magnifique exposition que vous avez pu voir sur Impression Soleil. Je passe la parole à Florence pour pré-introduire ce partenariat. Je crois que tu aurais pu le faire très bien. En fait, moi, je vais passer la parole à Marie Bazir, qui est donc responsable des relations avec les publics au MUMA, qui va nous expliquer dans quel cadre cette conférence s'inscrit. Et également vous présenter donc Christian Ngo qui nous fait le plaisir d'intervenir ce soir. Et cette conférence fait un petit peu écho à la première qui a ouvert cette édition 17-18 lorsque nous avons accueilli, comment s'appelait-il déjà ? Hugues Chabot, voilà, qui nous a présenté, qui nous a fait une histoire du mouvement de la Terre en lien avec l'installation du pendule de Foucault et qui nous a expliqué combien cette découverte du mouvement de la Terre avait bouleversé la conception qu'on avait de la place de l'homme dans l'univers, et on reste un peu finalement dans la même histoire aussi aujourd'hui, voilà, avec ce thème. Merci Florence. Bonsoir à tous. Alors, je suis très impressionnée de vous voir là. J'ai l'habitude de la salle de conférence du MUMA. Voilà, au-delà du premier rang, je ne vois pas grand-chose, mais là, voilà, vous êtes très impressionnants. Je vais essayer de ne pas trop bafouiller. Je voudrais remercier, pour commencer, toute l'équipe de l'Université populaire pour nous avoir ouvert ces portes qui nous permettent d'être là aujourd'hui. Je suis très heureuse que nous ayons réussi à travailler ensemble et à parvenir à vous proposer cette conférence de ce soir. Alors oui, il faut que je vous explique pourquoi cette conférence proposée par le MUMA dans le cadre de l'Université populaire. Vous l'avez peut-être vu, même si elle est déjà terminée. Nous avons accueilli il y a peu l'exposition Impression Soleil. Et comme souvent, nous essayons à partir d'une exposition temporaire de vous proposer au MUMA un ensemble de rendez-vous culturels pour vous faire découvrir ces expositions temporaires par des biais par tout un ensemble de biais différents. Généralement, ces rendez-vous peuvent être des concerts, des spectacles, aussi des conférences, même si on reste généralement dans le champ plutôt de l'histoire de l'art ou de la littérature, par exemple. Mais cette fois-ci, comme le soleil était le motif au cœur de cette exposition Impression Soleil, on a eu envie d'élargir le champ de ces rendez-vous proposés et d'aborder des sujets qu'on ne trouve pas forcément au musée, comme la physique et l'astronomie, qui nous intéressent ce soir. Alors, conférence ce soir de Monsieur Ngo, à qui je vais passer la parole dans un instant, mais vous en aurez d'autres. Et pour découvrir ce programme, je vous invite à vous reporter au site internet du MUMA et à son agenda, où vous trouverez le détail des dates et des contenus. Et puis je profite d'avoir la parole aussi pour remercier l'un de nos mécènes, la Matmut, qui nous a spécifiquement aidé sur ce cycle de conférences en lien avec l'exposition Impression Soleil.
préparer cette exposition Impression Soleil et notamment pour imaginer, puisque ça fait partie de mes missions, imaginer l'espace pédagogique de cette exposition que vous avez peut-être eu l'occasion de voir. J'ai lu un certain nombre d'ouvrages, dont des ouvrages de Monsieur Ngo, et c'est ce qui m'a donné l'envie de le contacter. Monsieur Ngo est physicien. Vous êtes ancien directeur scientifique auprès du Haut Commissariat à l'énergie atomique, CEA. Vous êtes fondateur d'Edmonium, qui aujourd'hui vous permet d'intervenir, alors vous préciserez peut-être cela, mais sous la forme de conseils et de conférences dans les champs de l'énergie, des nanotechnologies et de la prospective. Vous voyez, quelqu'un qui s'intéresse plutôt à l'histoire de l'art d'habitude bafouille dès qu'il s'agit d'être un peu en dehors de son terrain de prédilection. Néanmoins, je me suis intéressée à tout ça et j'ai lu vos contributions à cet ouvrage que je vous conseille. En tout cas, moi, j'ai été passionnée par lui. Cet ouvrage s'appelle Soleil. Il a été publié en 2004-2005 à l'occasion d'une exposition à la Cité des Sciences à Paris. Cette exposition s'appelait Soleil également. Et dans cet ouvrage, vous avez écrit 2 chapitres. Le premier qui s'appelait Le Soleil et la Terre et le second Le Soleil et l'Homme. Et c'est vraiment ces deux chapitres qui m'ont fait réfléchir à ce cycle de conférences que nous allons vous proposer et à cette conférence de ce soir en particulier. Du coup, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse la parole et puis je vous souhaite à tous un très bon moment. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je suis très content d'être au Havre, où vous avez le privilège de pouvoir voir le soleil, la lune, la mer et la terre, donc beaucoup d'éléments en même temps. Donc je vais essayer de faire parler un peu du soleil. Alors c'est un sujet tellement vaste que ce que je vais vous dire va toucher un peu à quelques sujets relatifs au soleil, et puis ça sera quand même relativement superficiel, parce qu'en 1h30, en 1 heure, on n'a pas le temps de dire tout. Alors en fait, il faut essayer de replacer la naissance du Soleil par rapport à la naissance de l'univers. Alors l'univers, vous avez dû toujours en entendre parler, maintenant les gens pensent qu'il y a eu un Big Bang, il y a environ 13,7 milliards d'années. Donc de l'énergie s'est transformée en lumière au sens large, c'est-à-dire en ondes électromagnétiques et en matière. Et le Soleil, le système solaire, lui, s'est formé beaucoup plus tard, il y a seulement 4,5, 4,6 milliards d'années, à partir de poussière. Parce que quand l'univers s'est formé, il s'est formé notamment de grosses étoiles, et plus une étoile est grosse, moins elle vit longtemps, et plus elle brille. Par contre, comme il y a beaucoup d'énergie dans cette étoile, elle est capable de synthétiser des noyaux très très lourds, comme de l'uranium, du thorium, du potassium, etc. Et en fin de vie, parce qu'une étoile, c'est un peu comme quand vous mettez une bûche dans une cheminée, ça brûle, et à la fin, vous n'avez plus que des cendres. Ça s'arrête de brûler. Dans le cas des très grosses étoiles, elles explosent, ça fait une supernova, et vous avez des cendres, donc des particules, des noyaux qui se répartissent dans tout l'univers. Et le système solaire, il y a à peu près 4,5 milliards d'années, s'est formé à partir justement de ces poussières d'étoiles qui formaient une sorte de nébuleuse. Et par la force de gravitation, tout ça, ça s'est assemblé. Alors ça a pris des millions et des millions d'années, ça s'est assemblé. Et quand ça s'assemble, par la force de gravitation, vous faites des boules de plus en plus grandes. Et quand la boule est suffisamment grande, eh bien, ce qui se passe, c'est que en faisant ça, ça chauffe, c'est très chaud à l'intérieur. Et au-delà d'une certaine température, eh bien, vous démarrez les réactions nucléaires, donc les réactions de fusion, et vous pouvez avoir une étoile. Quand c'est plus petit, vous avez une planète comme la Terre, comme Mars, comme Vénus. Vous ne pouvez pas faire une étoile à partir de ça. Donc il y a eu ça, il y a 4,5 milliards d'années, le système solaire s'est formé, donc il y a eu le Soleil qui était suffisamment massif pour pouvoir démarrer des réactions thermonucléaires et donc faire une étoile, c'est notre étoile. Et puis, il y a eu des planètes, dont la Terre, et la Lune. La Lune a une importance particulière dans la vie terrestre. Elle s'est formée, alors là il y a des gens qui disent c'est à peu près 50 millions d'années plus tard. Les dernières publications disent que ça serait plutôt 25 à 33 millions d'années plus tard. Alors en fait, le scénario auquel les gens pensent comme étant le plus probable, c'est une planète grosse comme Mars, enfin un morceau gros comme Mars, qui est entré en collision avec la Terre. Donc ça a fait des débris partout et ça a créé la Lune, qui était à cette époque-là relativement proche de la Terre.
Alors, pour vous donner un peu le vertige des chiffres astronomiques, hein, en gros, on sait que, bon, vous savez que dans l'univers, il y a des galaxies. Dans une galaxie, il y a des centaines de milliards d'étoiles. Donc, la galaxie à laquelle on appartient, la Voie lactée, il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Ensuite, vous avez des centaines de milliards de galaxies dans l'univers. Bon, quand vous multipliez les deux chiffres, ça veut dire que vous avez de l'ordre de 10 puissance 23 étoiles dans l'univers. 10 puissance 23, c'est de l'ordre de grandeur du nombre d'Avogadro. Vous savez, quand vous avez une molécule une mole, ce qu'on appelle une mole de gaz ou n'importe quoi, il y a à peu près il y a 6 10 puissance 23 atomes à l'intérieur. Donc, le nombre d'étoiles dans l'univers, en tout cas les étoiles visibles, ça serait de l'ordre du nombre d'Avogadro. Alors, simplement pour vous donner une comparaison par rapport à notre petit monde, hein, c'est quand vous prenez un centenaire, vous comptez le nombre de secondes qu'il a vécu, ce n'est que 31,6 milliards de secondes. Hein. Donc vous voyez que ces chiffres-là, ils sont absolument astronomiques. Alors pour faire une étoile, il ne faut pas que ce soit trop gros, sans ça on n'arrive pas à la faire. Il ne faut pas non plus que ce soit trop petit, parce que si c'est trop petit, ce qui se passe, c'est que vous n'arrivez pas à initier les réactions nucléaires. Donc typiquement, une étoile, c'est... attendez, non, je sais pas. Une étoile, c'est compris entre 0,08 et 300 fois la masse du Soleil. Bon, c'est à peu près. En dessous, ben, vous n'avez pas assez d'énergie pour initier les réactions nucléaires et vous avez une naine brune. Alors donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que plus une étoile est grosse, plus elle brille et moins elle dure longtemps. Donc si notre Soleil avait été une très grosse étoile, ben, on ne serait pas là aujourd'hui parce que la vie n'aurait pas eu le temps de s'installer. Donc notre chance, c'est que le Soleil, c'est une étoile tout à fait banale. Alors le Soleil, donc son âge, c'est le système solaire, hein, c'est-à-dire 4,5 milliards d'années. Il est composé essentiellement d'hydrogène à 90%, il y a 10% d'hélium. Sa masse est absolument énorme, c'est 330 000 fois la masse de la Terre. Son rayon, c'est 110 fois celui de la Terre. Alors à l'intérieur du Soleil, vous avez des réactions thermonucléaires. La température, c'est de l'ordre de 16 millions de degrés. Et la température en surface, c'est 5800 degrés à peu près. Et cette température-là, c'est une température qui est importante parce que c'est celle-là qui vous donnera le spectre lumineux du Soleil. C'est celui que vous allez regarder. C'est-à-dire que si vous aviez une étoile qui était bien plus chaude, eh bien, la lumière se déplacerait vers le bleu. Si elle était bien plus froide, ça se déplacerait vers le rouge. Donc nous, le Soleil, le fait que ce soit à 5800 degrés, tous les êtres vivants, ils ont calé leur vision sur la lumière émise par ce type de corps noir à cette température. Alors, la densité moyenne, finalement, elle est à peine supérieure à l'eau, 1,41 g. La Terre, c'est 5,5, donc la Terre est beaucoup plus massive en termes de densité que le Soleil. Alors, la gravité, bon, ça c'est le poids que vous feriez si vous étiez sur le Soleil, mais vous seriez brûlé avant, et ça serait 28 fois votre poids. Alors, une caractéristique du Soleil, c'est que, bon, en fait, c'est une planète, c'est un plasma. Hein. Un plasma, c'est le quatrième état de la matière, hein, dans lequel vous avez les noyaux et les électrons qui sont séparés. Et tout ça, c'est confiné parce que vous avez un confinement gravitationnel. C'est la gravitation qui empêche justement les particules de s'en aller dans l'espace. Alors, en fait, quand il tourne sur lui-même, eh bien, en fait, nous, sur Terre, on sait que si, par exemple, on est au pôle Nord, enfin, dans le Nord ou à l'équateur, tout ça, ça tourne à la même vitesse de rotation. Dans le Soleil, c'est pas la même chose. En gros, pour faire un tour, il faut 25 jours à l'équateur et 31 jours au pôle. Et ça, c'est notamment, les gens pensent que c'est à l'origine des taches solaires que l'on voit de temps en temps sur le Soleil. Et quand il y a des taches solaires, les gens ont fait la corrélation, par exemple, c'est lié, ça a un impact sur le climat. Les gens pensent, par exemple, il y a eu un petit âge glaciaire il y a quelques siècles, hein, ce serait lié, à cette époque-là, il n'y avait pas de taches solaires. Alors, vous avez un vent solaire, c'est-à-dire qu'en 10 milliards d'années, le Soleil il aura perdu un 10 millième de sa masse. Donc, vous avez plein de particules qui sont envoyées par le Soleil, et c'est là que vous voyez qu'on a de la chance d'être sur la Terre, c'est que sur la Terre, on a un bouclier magnétique. Si bien que toutes ces particules qui arrivent du Soleil, elles sont déviées par le bouclier magnétique. Il y en a juste quelques-unes qui arrivent au nord et au pôle nord et au pôle sud, ça donne des aurores boréales au nord. Hein. Mais si on n'avait pas ce bouclier magnétique, eh bien, on serait grillé sur Terre, hein, parce que bon, ce vent solaire, c'est des particules qui sont extrêmement dangereuses. Donc déjà, la Terre, on a de la chance, c'est qu'on a un champ magnétique. Le champ magnétique vient du fait qu'effectivement, à l'intérieur de la Terre, vous avez un noyau de fer, et c'est ça qui semble créer un champ magnétique.
Alors, à l'intérieur du Soleil, ce qui se passe, c'est que vous faites la fusion thermonucléaire. Alors, vous savez que quand on veut fabriquer de l'énergie nucléaire, vous avez deux méthodes. La première méthode, c'est la fission, c'est ce qu'on utilise dans les réacteurs nucléaires, c'est-à-dire on casse un gros noyau en deux et on récupère de l'énergie. Et une autre méthode, c'est de prendre deux petits noyaux, de les faire fusionner, et là, ça libère encore plus d'énergie. Alors, les militaires, ils savent faire, les civils, ils ne savent pas encore faire. Alors, dans le cas du Soleil, qu'est-ce qui se passe en gros? Enfin, ça ne se passe pas avec toutes les étoiles. Hein. Le fait que le Soleil soit une petite étoile fait qu'on a ce type de réaction. Vous avez en fait 4 protons qui vont donner un noyau d'hélium et on va récupérer de l'énergie. Alors bon, vous ne regardez pas trop les unités, ça c'est des millions d'électronvolts, il faut savoir que c'est beaucoup. Alors, pourquoi c'est intéressant alors, il y a une série d'étapes pour arriver à l'hélium. Et la première étape, c'est la rencontre de deux protons. Et la rencontre de deux protons, elle est dominée par ce qu'on appelle l'interaction faible. Alors dans la nature, vous avez 4 types d'interactions. Vous avez l'interaction gravitationnelle, c'est celle qu'on sent vraiment au niveau des étoiles. Nous, c'est la pesanteur, le fait qu'on pèse un poids. Vous avez l'interaction électromagnétique, donc tout ça, c'est les réactions chimiques, c'est la chimie par exemple. Vous avez l'interaction nucléaire, c'est les réactions nucléaires. Et vous avez l'interaction faible. L'interaction faible est tellement faible que par exemple actuellement, votre corps il reçoit 65 milliards de neutrinos par seconde, ça vous traverse le corps et en fait, vous ne le sentez même pas. Et heureusement, il n'y a pas d'interaction entre ces neutrinos et votre corps. Voir des neutrinos, c'est extrêmement difficile à voir. C'est des particules qui sont presque invisibles. Il faut des très gros détecteurs pour les voir. Alors le fait que cette interaction soit faible, ça veut dire que cette réaction-là est très peu probable. En gros, deux protons, ils vont pouvoir réagir tous les 5 milliards d'années, par exemple, typiquement. Alors, heureusement qu'on a ça, parce que quand vous avez une cascade de réactions comme ça, c'est comme si vous aviez un système d'entonnoir. Donc, quand vous faites couler de l'eau dans un entonnoir, la vitesse, elle est déterminée par celui qui a le plus petit goulot. Donc là, le goulot, il est tellement fin que ça coule tout doucement. Donc ici, à cause de l'interaction faible, ça veut dire que le Soleil, il brûle très lentement. Et heureusement, parce que s'il brûlait vite, si par exemple la réaction proton-proton se faisait, je sais pas moi, tous les 6 mois, ça veut dire que votre Soleil, il aurait entièrement brûlé son combustible, il aurait disparu. Et donc, nous, on ne serait même pas là aujourd'hui. Donc, grâce à l'interaction faible, ça ralentit fortement la réaction et ça fait que le Soleil, il a une durée de vie de l'ordre de 10 milliards d'années. Alors ça, c'est ce qui se passe dans le Soleil qu'on est incapable de reproduire sur Terre, hein, parce que sur Terre, la probabilité pour que deux protons réagissent, elle est extrêmement faible. Donc sur Terre, quand les gens veulent faire de la fusion, ce n'est pas ce qui se passe dans le Soleil. Ce que les militaires ont fait, par exemple, c'est de prendre du deutérium, qui est un isotope de l'hydrogène. Alors, au lieu d'un proton, c'est un proton plus un neutron. Et du tritium, c'est un proton et 2 neutrons. Et ils font cette réaction de fusion. Et il y a d'autres réactions de fusion dans lesquelles on peut prendre 2 noyaux très légers et puis générer de l'énergie. Mais sur Terre, la fusion qu'on veut faire sur Terre, ce n'est pas celle qui se passe dans le Soleil. Dans le Soleil, on serait incapable de la faire parce que ça demanderait des échelles de temps qui seraient beaucoup trop grandes. Alors, comme je vous ai dit, ce qui est important, c'est la température, en gros, en surface du Soleil. Alors, en gros, quand vous partez du centre, vous avez 16 millions de degrés. Quand vous arrivez en surface, vous avez à peu près 5800 degrés. Et d'ailleurs, si vous montez un peu plus haut, ça remonte à 2 millions de degrés, hein, bien au-delà du Soleil. Mais celle qu'on voit à nous, à l'œil nu, c'est la température de la surface qui est à 5800 degrés. Et donc, ça vous donne un spectre qui est comme ça. Alors, en dehors de l'atmosphère, c'est en gros c'est le jaune. Et puis, vous, comme vous êtes au niveau de la mer, hein, en fait, il y a des nuages, il y a de la vapeur d'eau, tout ça, ça absorbe le rayonnement solaire. Et donc, ce que vous voyez sur Terre, c'est en fait ce qui est en rouge. Donc, il y a des bandes d'absorption. Par exemple, comme il y a de la vapeur d'eau dans les nuages, tout ça, ça absorbe la lumière qui était ici, quoi. Et puis ici, on a de la chance parce que là, c'est des rayons ultraviolets. Parce qu'en fait, dans le spectre lumineux, vous avez le visible. Donc là, tous les animaux, les hommes, etc., l'œil s'est adapté pour voir ce spectre de longueur d'onde dans le visible. L'infrarouge, ça c'est la chaleur. Quand vous sortez dehors, vous sentez la chaleur du soleil, ça c'est de l'infrarouge. Et puis l'ultraviolet, vous ne le voyez pas, mais c'est en général celui qui fait des dégâts. C'est pour ça que vous mettez parfois des crèmes solaires pour vous protéger. Et heureusement, dans les ultraviolets, plus la longueur d'onde est petite, hein, plus ils sont dangereux. Et heureusement, il y a la couche d'ozone. Et la couche d'ozone, alors c'est pas l'ozone qui est rejetée, qui est produite par les voitures dans les villes, hein, ça c'est l'ozone qui est stratosphérique. Et cette couche d'ozone, elle absorbe
les rayons ultraviolets. Et ça les empêche d'arriver sur la Terre, parce que quand il n'y avait pas de couche d'ozone, au tout début de la formation de la Terre, eh bien, aucun être vivant, s'il en avait existé, n'aurait pu être sur Terre, il aurait été immédiatement tué, parce que les ultraviolets, c'est ce qu'on utilise pour désinfecter les instruments chirurgicaux, donc c'est quelque chose qui tue les êtres vivants. Alors la Terre. Alors le Soleil, c'est une étoile banale, c'est une étoile moyenne, et heureusement, parce que ça permet qu'il brille longtemps. Par contre, la Terre, c'est une planète qui n'est pas banale. Alors d'abord, ce n'est pas une planète qui est inerte. Si c'était un bout de rocher qui se balade dans l'univers, bon, il ne se passerait rien, il se promènerait comme ça jusqu'à ce qu'il rencontre un autre bout de rocher et qui fusionne éventuellement. Mais nous, la Terre, elle tourne autour du Soleil. Alors quand elle tourne autour du Soleil, en fait, bon, c'est ce qu'on appelle, elle a une orbite, et il y a des variations orbitales. Et ces variations orbitales, bon, bah, ça a un impact notamment sur le climat. Ensuite, il y a le bombardement cosmique, c'est-à-dire que vous recevez des particules qui peuvent venir du Soleil, dont certaines peuvent arriver à passer, et puis vous avez des rayons cosmiques, les rayons cosmiques qui viennent de l'univers, et ces rayons cosmiques qui sont d'ailleurs tellement énergétiques que vous en avez, par exemple, qui arrivent en haut de l'atmosphère, et puis ils donnent des gerbes de particules qui peuvent s'étendre sur des kilomètres. Alors si vous avez un rayon cosmique qui s'arrête dans votre corps, là vous le sentirez, enfin vous le sentirez pas, mais disons que ça fera des dégâts. Et d'ailleurs, par exemple, les astronautes, même en fermant les yeux, ils voient de la lumière, parce qu'effectivement, il y a des rayons cosmiques qui leur rentrent dans le cerveau, puis ça allume l'œil, enfin ça fait comme si c'était un rayon lumineux, et donc ils voient des éclairs dans l'œil. Alors heureusement, il y a des boucliers, enfin il y a des boucliers naturels qui font ça. Ensuite, vous avez des phénomènes géologiques, c'est-à-dire que la Terre, quand elle s'était formée, c'est une énorme boule de feu. Il y a des milliers, à l'intérieur de la Terre, c'est des milliers de degrés au centre. Et alors, heureusement, c'est bien isolé, parce que nous, on peut marcher sur la Terre, on ne se brûle pas. Et alors, donc, il y a des phénomènes géologiques, parce que vous avez un magma, et dessus, on a une écorce terrestre qui peut se balader. Et bon, vous avez entendu parler de la tectonique des plaques, c'est des plaques qui se baladent. Et donc, quand elles se choquent, ça peut faire des tremblements de terre, ça peut faire émerger des montagnes. Donc, il y a toute une vie, enfin, c'est pas une vie, donc il y a une activité intérieure à la Terre. Et puis, en plus, il y a la vie qui existe sur la Terre. Et la vie, elle peut conduire à des modifications des conditions de l'environnement. Donc, on peut dire qu'on a de la chance parce que la Terre, c'est une planète accueillante. D'abord, il y a de l'eau. Alors, quand il y a de l'eau, en général, il y a de la vie. Ensuite, il y a un bouclier magnétique qui nous empêche d'être tués par les vents solaires qui arrivent directement du Soleil. Ensuite, on a une protection atmosphérique. On a par exemple une couche d'ozone qui arrête les rayons ultraviolets. Il y a de l'oxygène. Or, au début de la formation de la Terre, il n'y avait pas du tout d'oxygène. Et puis, on a un climat qui est... l'eau, c'est pas de la glace, donc qui est acceptable. Bon, il y a plein de choses qui font que la Terre, c'est une planète intéressante. Alors, la Terre, aujourd'hui, on est quoi? On est à peu près à 150 millions de kilomètres du Soleil. C'est-à-dire que la lumière, elle met à peu près 8 minutes pour venir de... Un photon qui est émis par le Soleil, il met à peu près 8 minutes pour arriver. Quand vous avez... Pardon? C'est quoi l'émission? Okay. Alors, dans le Soleil, vous avez par exemple, à l'intérieur du Soleil, vous avez des émissions de photons, de rayons gamma, de photons X, et ceux-là, ils veulent sortir à l'extérieur. Et pour sortir à l'extérieur du Soleil, la densité est tellement grande, il y a plein de collisions qu'ils ont beaucoup de mal. C'est un peu comme vous, quand vous êtes dans une grande foule, pour aller de point A à un point B, il faut bousculer les gens pour y arriver, vous mettez beaucoup plus de temps que s'il n'y a personne. Bon, un photon qui sort du Soleil, donc en fait, vous partez d'un rayon gamma, avec des collisions, il perd de l'énergie, puis à la sortie, c'est les photons qui arrivent du Soleil. Et bien, entre le moment où ces photons ils ont été formés au centre du Soleil, et puis le moment où ils sortent à l'extérieur, il peut s'écouler 100 000 ans ou 1 million d'années. C'est-à-dire que quand vous sondez le Soleil, que vous regardez la lumière qui sort du Soleil, ça vous donne des renseignements en remontant le temps, c'est-à-dire il y a 100 000 ans ou il y a 1 million d'années. Et les neutrinos sont intéressants parce que les neutrinos que vous recevez sur la Terre, eux, ils mettent 2 secondes pour passer du centre du Soleil et sortir du Soleil. Et donc après, comme ils vont à la vitesse de la lumière, 8 minutes après, ils sont chez vous. Donc si vous êtes capable de les détecter, avec les neutrinos, vous avez le Soleil à l'instant présent. Quand vous regardez les photons, vous avez le Soleil à un instant 100 000 ans, 1 million d'années, enfin.
Alors, le rayon moyen de la Terre, bon, c'est à peu près 6400. La densité moyenne, vous voyez, c'est bien supérieur à celle du Soleil. Le Soleil, c'était à peu près 1,4. Là, c'est 5,5. Alors, on a de l'eau, heureusement. Alors là, ce qu'on appelle la constante solaire, c'est la puissance solaire qui arrive quand vous êtes à l'extérieur de l'atmosphère. Il arrive à peu près 1400 watts par mètre carré. La température moyenne sur la Terre, c'est à peu près 15 degrés. Mais si vous descendez à 100 km de profondeur, vous êtes à 2400 degrés. Et à 10 km d'altitude, vous êtes à moins 50 degrés. C'est-à-dire quand vous êtes dans un avion, à peu près à 10 000 mètres, hein, c'est les températures qu'il y a à l'extérieur. Alors ce qu'il faut voir, on ne s'en rend pas trop compte quand on est un piéton sur la Terre, hein, c'est que finalement, sur la Terre, il n'y a pratiquement que de la mer. 71% de la surface terrestre, c'est de la mer. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes, parce que quand vous êtes dans un bateau très très loin des terres, vous ne pouvez même pas envoyer un avion, si vous êtes en panne ou quoi, pour vous ravitailler, parce qu'il n'aura pas assez d'autonomie, enfin un hydravion pour aller jusqu'au bateau, quoi. Alors la Lune. Alors la Lune, elle a une forte influence sur la vie sur la Terre. Parce que quand il y a eu la collision, ce que ça a fait, c'est que ça fait basculer l'axe de rotation. La Terre, avant, au tout début, finalement, elle tournait autour d'une orbite et puis elle tournait sur elle-même, mais avec un axe de rotation perpendiculaire. Quand la Lune, enfin, ce qui a donné la Lune, quand la planète a tapé sur la Terre et a créé la Lune, ça a fait bouger l'axe de rotation et l'axe de rotation est légèrement incliné. En fait, il est incliné, actuellement, c'est à peu près 23 degrés. Alors, donc la Lune s'est formée il y a, bon, disons, 25-50 millions d'années. Et alors, au tout début, la Lune, elle n'était qu'à 25 000 km de la Terre. Donc, vous imaginez qu'à cette époque, bon, la Lune, elle est responsable des marées, et là, vous aviez des marées absolument énormes. Enfin, c'est des marées, là, ça tirait vraiment les roches, qui en plus étaient des roches en fusion à cette époque-là. Hein. Parce que la planète, elle était à des milliers de degrés. Et alors, petit à petit, la Lune s'est éloignée de la Terre pour atteindre une certaine position d'équilibre. Et dans cette position d'équilibre, maintenant, elle est à peu près à 400 000 km et elle s'éloigne à peu près à 3-4 cm par an. Alors, quand vous regardez, par exemple, les marées, il n'y a pas que l'influence de la Lune, il y a aussi l'influence du Soleil. C'est ce qui vous donne les grandes marées ou les petites marées. Enfin, quand il y a le Soleil plus la Lune en phase, ça vous donne des grandes marées. En gros, l'influence du Soleil, c'est à peu près presque la moitié de l'action lunaire. Alors, les saisons. S'il n'y avait pas eu la Lune, eh bien, on n'aurait pas de saison. Les saisons proviennent du fait que la Terre tourne sur elle-même et qu'en plus, son axe de rotation est incliné. Alors, on pourrait se dire, quand est-ce que l'été, là où il fait le plus chaud, c'est là où la Terre est le plus proche du Soleil. C'est intuitivement, c'est ce qu'on se dirait. Et puis l'hiver, c'est là où il est le plus loin. En fait, c'est pas vrai. L'été, justement, actuellement, l'été, c'est là où la Terre est le plus proche, le plus loin du Soleil. Et l'hiver, c'est là où elle est le plus proche du Soleil. Et c'est une position inverse d'il y a 11 000 ans. Il y a 11 000 ans, c'était l'inverse. Il y a 11 000 ans, l'été, la planète Terre était la plus proche du Soleil. Si bien que les étés, il y a 11 000 ans, étaient bien plus chauds qu'aujourd'hui, les hivers étaient bien plus froids. Donc les saisons, ça vient de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Bon, il y a 4 positions qui sont importantes. Hein. Il y a lorsque la nuit est la plus longue, lorsque la nuit et le jour sont égaux, etc. Donc ça, c'est ce qui définit le démarrage de nos saisons. Alors, si on regarde la Terre, la Lune et le Soleil, donc la Lune est ralentie. Et d'ailleurs, la Terre a ralenti depuis qu'elle a été formée. Au moment de la collision entre la Lune et la Terre, une journée, ça durait à peu près 6 heures. Bon, aujourd'hui, ça dure 24 heures. Donc, il y a 900 millions d'années, par exemple, le jour durait 18 heures. Et la distance Terre-Lune était 7% plus faible qu'aujourd'hui. La Lune était beaucoup plus proche de la Terre. Il y a 400 millions d'années, le jour il est passé à 22 heures. C'est-à-dire qu'une année, ça faisait 397 jours. Alors, pour la Lune, en fait, vous savez qu'on voit toujours la même face de la Lune. Et ça vient du fait que alors la Lune, elle tourne sur elle-même, et en plus, elle tourne autour de la Terre. Et en fait, les deux périodes sont identiques. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'on voit toujours la même face. La Lune tourne en même temps qu'elle tourne autour de la Terre. Et donc, on voit toujours une seule face de la Lune.
Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le soleil, c'est comme quand vous mettez une bûche dans une cheminée, au début, ça ne chauffe pas beaucoup. Puis après, ça commence à chauffer de plus en plus. Puis à la fin, ça s'éteindra. Et pour le soleil, c'est la même chose. Quand la Terre s'est formée, l'énergie solaire qui arrivait par le soleil était 30% inférieure à aujourd'hui. Alors 30%, c'est énorme. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'à cette époque, de toute manière, tout était très chaud. Et en plus, vous aviez un effet de serre absolument énorme, parce qu'il n'y avait pas d'oxygène, il y avait du gaz carbonique, du méthane, de l'ammoniac, enfin des choses. Alors, en fait, quand on regarde comment évolue la Terre sur son orbite, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que la Terre tourne autour du Soleil, la Lune tourne autour de la Terre, ensuite le Soleil, lui, il se balade dans la galaxie et tout, si bien que l'orbite, c'est pas une orbite complètement circulaire, ça bouge dans le temps. Et en fait, il apparaît des périodicités. Alors en fait, il y a 3 paramètres qui caractérisent la position de la Terre par rapport au Soleil. Et donc, l'ensoleillement, c'est-à-dire suivant la position, vous recevrez plus ou moins de soleil. Alors la première, c'est l'excentricité. Alors en fait, l'orbite de la Terre, elle est presque circulaire. Enfin, c'est une ellipse, mais c'est une ellipse qui ressemble presque à un cercle. Mais ça varie, en gros, la distance. Vous savez, quand vous avez une ellipse, vous avez un point qui est le plus loin et un point qui est le plus près. Bon, la distance, en fait, ce n'est que de l'ordre de 3, ça peut varier de 3%. Donc 3%, c'est pas énorme. Donc c'est pour ça que c'est presque un cercle. Mais ça veut dire aussi que la puissance solaire, elle peut varier de 1326 à 1408, et ça avec une période de 412 000 ans ou 100 000 ans. Donc quand vous regardez les archives, quand vous essayez les scientifiques essayent de reconstruire le climat du passé, ils voient ces périodicités. C'est-à-dire que on voit que l'ensoleillement varie, donc la température varie. Ensuite, vous avez l'inclinaison. Comme je l'ai dit, l'inclinaison de la Terre, c'est ça qui est responsable des saisons. Alors elle, c'est pareil, il y a des oscillations qui font que ça varie entre 21 et 24 degrés et demi avec une période de 41 000 ans. Donc, par exemple, si vous faites passer de 21 degrés à 24 degrés 5 à la latitude de 70 degrés, à 70 degrés de latitude, vous augmentez la puissance reçue d'environ 7%. Alors 7%, c'est considérable, ça veut dire que ça vous fait un changement climatique qui est considérable. Ensuite, vous avez le fait que la Terre, elle est un peu aplatie, c'est pas une sphère parfaite, et donc, non seulement, je dirais, tourne autour d'un axe de rotation qui est incliné, mais en plus, elle fait un mouvement de précession, c'est-à-dire fait comme ça. Et ça, c'est pareil, ça a une période de l'ordre de 22 000 ans qu'on peut revoir dans les variations du climat. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la Terre, elle est plus proche du Soleil en hiver, elle est plus loin en été. C'était le contraire il y a 11 000 ans. Et en fait, il y a 11 000 ans, on recevait 6% d'énergie en plus l'été, 6% d'énergie en moins l'hiver. Donc, on avait des hivers plus rigoureux et puis des étés beaucoup plus chauds. Alors, les premiers pollueurs, parce que si on est là, c'est grâce aux pollueurs. Alors, c'est pour ça, quand on dit toujours, on vous dit il faut préserver l'environnement. Mais ça veut dire quoi, préserver l'environnement? Est-ce que c'est l'environnement d'il y a 100 ans, l'environnement d'il y a 1 million d'années, l'environnement d'il y a 4 milliards d'années? Bon, si on revenait à l'environnement des dinosaures, je peux vous dire qu'on ne survivrait pas très longtemps. Donc, en fait, quand on dit on veut préserver l'environnement, ça veut dire, en fait, ce qu'on veut dire, c'est garder un environnement dans lequel l'homme va pouvoir continuer à vivre et puis se développer harmonieusement. Donc, ce n'est pas revenir à 1 million d'années, parce que si on revenait il y a 1 million d'années, on ne serait pas forcément... Si vous reveniez au Carbonifère, vous aviez 35% d'oxygène. Donc là, votre durée de vie, vous seriez très actif, mais vous ne vivriez pas très longtemps. Alors, il y a 3,7... Alors, vous voyez, le système, la Terre s'est formée il y a à peu près 4,5 milliards d'années. Il a fallu attendre presque 1 milliard d'années pour que là, les premiers pollueurs arrivent. Alors ça, c'était la vie. Alors à cette époque-là, il y avait dans l'atmosphère que du gaz carbonique, du méthane, de l'ammoniac, etc. Et il y a eu des premières bactéries qui sont apparues. Et alors, les gens pensent que la vie, des bactéries sont apparues dans ce qu'on appelle les sources hydrothermales, c'est-à-dire des sources qui étaient au fond des mers, qui provenaient sans doute de l'énergie des volcans, et que des cellules se sont développées à partir de ça. Et ensuite, ça s'est probablement par mutation transformé en des cellules comme les microalgues. Pardon, les ? Il y a plein de mots que je ne comprends pas. Vous parlez de photons, vous parlez de microalgues, ouais. Tout ça, je ne comprends pas. Les photons, c'est les rayons lumineux.
Alors, qu'est-ce qu'on fait ces premières bactéries, ces cyanobactéries? Alors, vers 2,7 milliards d'années, elles ont commencé, jusqu'à 2,7 milliards d'années, elles ont commencé à absorber le gaz carbonique qui était présent dans l'atmosphère et recracher de l'oxygène. Alors, l'oxygène, comme on le verra tout à l'heure, c'est un poison. C'est grâce à ça qu'on vit, mais je veux dire, c'est très très toxique l'oxygène. Parce que quand vous voulez nettoyer quelque chose, on dit que vous allez oxyder pour détruire toutes les saloperies, quoi. Alors, donc, ces bactéries, elles ont commencé par absorber du gaz carbonique et rejeter de l'oxygène. Alors, au début, l'oxygène, il a servi à quoi? C'est qu'il y avait de la ferraille, il y avait du fer dans le... Parce que quand la planète s'est refroidie, initialement, vous aviez de la vapeur d'eau, et quand c'est passé en dessous de 100 degrés, la vapeur d'eau, ça a fait le déluge. Donc, vous avez fabriqué les océans. Donc, l'eau est devenue liquide. Alors, donc, vous avez fabriqué de l'oxygène, et alors, il y avait du fer dans l'eau, donc l'oxygène a oxydé le fer. Et donc vous avez créé des gisements de fer, les gisements de fer rubanés, qui datent de cette époque. Donc vous avez créé des gisements de fer. Une fois que vous avez oxydé tout le fer, qu'est-ce qui s'est passé? L'oxygène, lui, il est passé dans l'atmosphère. Alors, c'était bien qu'il passe dans l'atmosphère, parce que le Soleil, en bombardant l'oxygène à haute altitude, il a créé la couche d'ozone. Donc ça, c'est intéressant, parce que la couche d'ozone protégera plus tard les êtres vivants des ultraviolets. Et cet oxygène, le problème, c'est que c'est un poison. Donc là-dedans, il y a eu plein de bactéries qui sont mortes parce qu'elles ne supportaient pas l'oxygène. Donc il y a peu de gens, il y en a peu qui ont survécu dès qu'il y a eu de l'oxygène. Alors pourquoi c'était intéressant? C'est parce que ces bactéries ont initié le mécanisme de photosynthèse. Alors pour faire de la photosynthèse, qu'est-ce que vous faites? Vous fabriquez du sucre, qui va être un carburant pour les cellules. Vous fabriquez du sucre. À partir, il vous faut quoi? Du soleil, donc des photons, du gaz carbonique. Alors ça, il y en avait plein à cette époque-là. Lorsque la Terre s'est créée, les gens pensent qu'il devait y avoir 30 ou 60 atmosphères de gaz carbonique. Et puis de l'eau. Donc quand vous avez ces trois ingrédients-là, vous fabriquez du sucre. Donc ça, c'est la photosynthèse, c'est ce que font les plantes, et nous, après, les animaux mangent les plantes, et nous, on mange les animaux, ou on mange les plantes aussi. Alors, c'est pour ça qu'il y avait deux mécanismes avant. Les premières bactéries, d'ailleurs, il y en a encore maintenant, par exemple, dans la panse des vaches, il y a des bactéries qui fonctionnent en milieu anaérobie, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'oxygène pour fabriquer de l'énergie. Alors, les êtres vivants, ce qu'ils ont besoin, c'est de l'adénosine triphosphate, l'ATP, c'est le carburant des cellules. Et donc, ce que fait la cellule, en général, c'est qu'elle va dégrader les molécules de glucose pour fabriquer de l'ATP. Alors, dans les vieilles bactéries, les premières bactéries, et il en existe encore des comme ça, en milieu anaérobie, quand vous prenez une molécule de sucre, par exemple du glucose, vous fabriquez du gaz carbonique, vous avez un résidu organique, et vous fabriquez 2 molécules d'ATP, qui est en fait votre vecteur énergétique pour la cellule. Quand vous êtes en milieu aérobie, c'est-à-dire les gens qui respirent, eux, ils ont besoin d'oxygène, c'est-à-dire que vous avez besoin du carburant, qui va être le glucose, et puis d'un comburant, qui est l'oxygène. C'est ce que vous avez quand vous faites brûler du pétrole. Le pétrole, il ne brûle pas spontanément si vous n'avez pas d'oxygène. Vous avez besoin de l'oxygène pour faire brûler du pétrole. L'avantage, c'est que avec la respiration, vous fabriquez 36 molécules d'ATP. Donc vous voyez que glucose plus oxygène, ça vous donne 36 ATP. Là, vous n'en avez que 2. Donc c'est beaucoup plus efficace. C'est pour ça que la vie, c'est plutôt orienté vers la respiration plutôt que de continuer à travailler avec de la fermentation. Alors vous avez encore des bactéries qui fermentent, mais nous, par exemple, on vit grâce à l'oxygène. Alors, on peut se demander quelle est la concentration, comment a varié la concentration d'oxygène sur la Terre, puisqu'au début, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, on en a à peu près, on a un peu plus de 20%. Alors, il y a eu une catastrophe de l'oxygène vers moins de 2,4 milliards d'années. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez les bactéries qui rejetaient de l'oxygène, une fois qu'elles ont oxydé le fer, elles rejetaient de l'oxygène dans l'atmosphère. Donc, ça veut dire que, comme c'était de la photosynthèse, ça veut dire qu'elle absorbait le gaz carbonique. Le gaz carbonique, c'est un gaz à effet de serre important. Donc, ça veut dire que vous diminuez fortement l'effet de serre. Donc, ce qui se passe, ça veut dire que le climat se refroidit fortement. Et à cette époque-là, la Terre s'est transformée en boule de glace, avec 3,5 km par endroit, avec 3,5 km d'épaisseur de glace.
Donc c'était une planète complètement glacée. Et quand vous avez une planète qui est complètement glacée, vous pouvez toujours chauffer avec le Soleil, ça vous fait comme un miroir. C'est-à-dire que vous absorbez plus l'énergie. C'est-à-dire que si la Terre avait été un objet inerte, une fois qu'il est glacé, il serait resté glacé pendant la nuit des temps. Alors heureusement, la Terre n'est pas un objet inerte, parce qu'à l'intérieur, il fait très chaud, et notamment, il y a des volcans, il y avait à cette époque-là des volcans absolument énormes. Et donc, ce qui s'est passé à un moment, c'est que les volcans, ils ont émis leur lave à l'extérieur, donc ils ont émis beaucoup de CO2, et en fait, ça a re-augmenté l'effet de serre, et donc quand ça augmente l'effet de serre, ça fait fondre la glace, et donc la vie peut après réapparaître. Donc vous voyez qu'à partir d'une planète complètement glacée, si c'est un objet inerte, il restera inerte. Par contre, le fait que vous ayez une activité à l'intérieur de la planète, le fait que les volcans relâchent du gaz carbonique à l'extérieur, ça a permis le réchauffement et donc à la vie de continuer. Alors quand on regarde maintenant encore entre moins 2,3 et 2 milliards d'années, bon, les chercheurs du CNRS ont récemment montré, enfin en collaboration avec d'autres équipes internationales, que la concentration, il y a d'abord eu une forte concentration de l'oxygène dans l'air, suivie d'une diminution, suivie d'une augmentation, etc., avec des fluctuations. Et à partir d'1 milliard d'années, de moins 1 milliard d'années, il y a eu relativement peu d'oxygène. Alors maintenant, si vous regardez, la vie, elle a vraiment explosé vers moins 600 à moins 500 millions d'années. Hein. Donc vous voyez, 4,5 milliards d'années, c'est la création du système solaire. La vie, ça a vraiment explosé vers moins 600 millions d'années. Donc, quand vous regardez l'évolution de la concentration d'oxygène, vous voyez que, bon, nous on est ici, hein, on est à peu près à 21%. Vous voyez que la concentration d'oxygène, eh bien, elle était faible. Ensuite, elle a fortement augmenté. Là, on est, par exemple, vers le Carbonifère. Alors, à l'époque du Carbonifère, il y avait tellement d'oxygène que tout poussait. Il y avait beaucoup de gaz carbonique, tout poussait. Donc, vous aviez des arbres que les gens estiment avoir qui faisait 30 mètres de haut. Ces arbres, en plus, vous aviez des incendies pas possibles, parce que quand vous faites brûler quelque chose, si vous rajoutez de l'oxygène, ça va brûler encore mieux. Donc, dès que la foudre tombait sur la terre, sur une forêt, il y avait des incendies incroyables, effroyables. Et donc, tout ça, ça a créé des débris organiques qui ont fait remonter à l'abri de l'air, et ça a créé les mines de charbon qu'on utilise aujourd'hui. Donc, les mines de charbon, elles datent essentiellement beaucoup du Carbonifère à partir de la végétation type fougère, des grands arbres, etc. Alors ensuite, vous voyez qu'au niveau du Carbonifère, vous aviez aussi 35% d'oxygène. Alors 35% d'oxygène, bon, ça veut dire que nous, si on nous mettait le max oxygène 100% du temps, bon, on serait très actif, mais on vivrait pas très longtemps, parce que ça veut dire on brûlerait vite. Hein. Donc, alors, ça veut dire aussi qu'à cette époque, c'était l'époque des insectes, hein, vous aviez des libellules qui faisaient 75 cm de long, enfin des trucs absolument énormes, parce qu'effectivement, ils pouvaient récupérer beaucoup d'énergie. Alors, à notre époque, c'est-à-dire dans les dernières années, c'est-à-dire depuis moins 800 000 ans, alors l'homme, il est apparu à peu près vers 200 000 ans, il y a 200 000 ans, enfin, ce qui ressemblait à un homme. Hein. Donc, mais je veux dire, c'est l'époque quand même la plus proche de nous. On s'est aperçu quand même que la concentration en oxygène, elle a baissé de 0,7% depuis les 800 000 dernières années. Alors, la question, bon, ça, c'est pas compris pourquoi ça a baissé. Bon, à notre époque, quand vous faites brûler du pétrole, on dit ça émet du gaz carbonique, mais ça bouffe aussi de l'oxygène, puisque pour faire brûler du pétrole, vous avez besoin d'oxygène. Donc, vous faites normalement, vous absorbez de l'oxygène et vous rejetez du gaz carbonique. Alors, l'oxygène sur la Terre. Alors, l'oxygène, d'abord, il a fait disparaître plein d'espèces. C'est un poison, l'oxygène. Hein, donc, alors, l'oxygène, il a oxydé le méthane en CO2, donc ça a entraîné la fameuse glaciation, là où ça a transformé la Terre en boule de neige. Ça a l'avantage, c'est que ça a formé une couche d'ozone. Alors, au début, les animaux, enfin, tout ce qui était animal, il y a très très longtemps, les premiers animaux, là, vers moins de 300 millions d'années, etc., ils vivaient sous l'eau. Alors pourquoi est-ce qu'ils vivaient sous l'eau? Parce que il n'y avait pas de couche d'ozone. Donc ça veut dire que les rayons ultraviolets tapaient directement sur la Terre. Donc sur la Terre, vous aviez vaguement quelques mousses, pas plus. Hein, et les animaux ne pouvaient pas sortir de l'eau. Sans ça, c'était comme quand vous désinfectez des instruments, hein, ils auraient été tués par les rayons ultraviolets. Grâce à la couche d'ozone, ils ont pu sortir de l'eau. Et la vie a pu s'installer sur la Terre. Donc la couche d'ozone avait quand même une utilité.
Alors c'est pour ça qu'il y a une explosion de la vie vers moins 600, moins 500 millions d'années. Là, il y a eu plein d'espèces qui se sont développées, parce qu'au début, toutes ces bactéries, c'était des êtres unicellulaires. Et ce qui s'est passé après, c'est que les cellules se sont assemblées, et puis ça a donné des animaux avec donc multicellulaires. Alors, l'oxygène, c'est un poison. Bon, vous savez, vous avez des milliards de cellules là dans votre corps. Dans chaque cellule, vous avez l'ADN. L'ADN, c'est le programme informatique qui dit à la cellule ce qu'elle doit faire. Hein. Et en fait, l'ADN, comme dans un programme informatique, quand vous enlevez une carte, quand vous enlevez une instruction, il peut y avoir une erreur. Bon, l'ADN, c'est pareil, lui, il est attaqué par l'oxygène. L'oxygène, c'est le plus gros poison qui existe hein, pour l'ADN. Parce que l'oxygène, ça fait des radicaux libres, et puis donc ça peut couper l'ADN, ça peut faire modifier une instruction, etc. Donc si on n'avait pas de réparateur dans notre corps, eh bien, on serait vite n'importe quoi. Alors heureusement, il y a des enzymes qui sont des enzymes réparatrices, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a l'ADN qui est attaqué, c'est détecté. Il y a une enzyme qui détecte, ensuite il y a un enzyme qui vient et puis qui répare l'ADN, et en général, la plupart du temps, c'est bien réparé. Enfin, heureusement, parce que si c'est pas réparé, il y a deux cas qui se passent. Alors, si c'est bien réparé, il n'y a pas de problème, votre cellule, elle continue à fonctionner normalement. Si c'est mal réparé, c'est comme quand vous amenez votre voiture chez le garagiste. Soit il la répare très mal, et vous pouvez même pas sortir du garage. Bon, dans le cas de la cellule, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, c'est tellement mal réparé, je peux pas fonctionner. Alors, elle a un signal, elle tire le signal d'alarme et dit, je me suicide. C'est l'apoptose. Donc, la cellule se suicide, c'est pas grave, hein, ça va faire une peau morte, enfin, je veux dire, une cellule morte, c'est pas grave, ça sera éliminé. Ce qui est plus embêtant, c'est si jamais votre voiture est mal réparée. C'est-à-dire, vous sortez, et puis on vous a mis 3 bougies au lieu de 4, alors là, ça marche qu'à un quart. Dans le cas de la cellule, ça veut dire qu'on peut avoir modifié votre programme, et éventuellement, vous pourriez avoir des mutations que vous allez transmettre de génération en génération. Alors ça, c'est embêtant. Alors en gros, l'oxygène est responsable d'à peu près de 10 à 15 000 cassures ou attaques de l'ADN par jour. Alors heureusement, vous avez un réparateur, on a des bons réparateurs, donc il met tout ça en ordre. Pour vous donner un ordre de grandeur, la radioactivité naturelle, elle est responsable de 2 altérations par an. Donc vous voyez, l'oxygène, c'est 10 à 15 000 par jour. La radioactivité naturelle, c'est-à-dire si vous asseyez sur un bloc de granit, etc., si vous allez faire du ski, c'est 2 altérations par an. Alors la question que vous pourrez se poser, c'est que, bon, aujourd'hui, on a une concentration en oxygène qui est à peu près qui est un peu plus de 20%. Qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, on n'avait plus d'oxygène sur la Terre? Eh bien, si du jour au lendemain, on n'avait pas d'oxygène sur la Terre, il faudrait à peu près 2000 ans pour le régénérer. Alors évidemment, quand vous n'avez pas d'oxygène sur la Terre, bon, nous on ne serait pas là pour témoigner. Hein. Alors, il y a eu des grandes catastrophes sur la Terre. Alors, j'en ai cité une, c'était la formation de la boule de neige. Alors, il y a eu plein de catastrophes. En gros, il y en a eu à peu près 24. Et il y en a eu 5 grandes. Alors, quand on dit 5 grandes, ça veut dire que 90%, par exemple, des espèces ont disparu. Donc là, je veux dire, il n'y a plus de biodiversité. Là, les gens sont carrément éliminés. Alors, un exemple, il y en a une au Permien-Trias. Là, on pense que c'est à cause des volcans. 95% des espèces marines ont disparu à cause de cette catastrophe. 70% des espèces terrestres. Il y en a une qui est plus célèbre, c'est la disparition des dinosaures. Il y a moins de 65 millions d'années. Alors, le scénario qui semble le plus probable, c'est qu'il y a eu le choc d'un astéroïde qui faisait à peu près, alors pas tellement grand, 10 km de large, 10 km de diamètre. Il est arrivé sur la Terre à 70 000 km/h. Donc il est arrivé dans le golfe du Mexique, là. Donc il a fait un trou. Ça veut dire que c'est l'équivalent de millions de bombes atomiques. Hein. Donc il y a des déchets qui ont été, des déchets terrestres qui ont été projetés partout, qui se sont satellisés. Ça fait un tsunami. Alors un tsunami, vous entendez déjà dans les tsunamis, quand vous avez des hauteurs de vagues qui sont 10 ou 20 mètres, c'est terrible, ça rase tout. Là, c'était des tsunamis qui devaient faire sans doute entre 100 et 300 mètres de hauteur. Donc ça s'est propagé sur... Alors ensuite, vous avez eu des incendies, il a fait 250-300 degrés sur des milliers de kilomètres. Donc tous les dinosaures qui étaient là, ils sont morts. Ceux qui étaient un peu plus loin, ceux qui ne sont pas morts sur le coup, le problème c'est que quand vous avez comme ça une telle collision entre un astéroïde et puis la Terre, il y a eu un nuage qui a obscurci le ciel. Donc le soleil n'arrivait plus sur la Terre, donc les plantes ne poussaient plus. Donc les autres dinosaures, ils sont morts de faim. Donc les dinosaures ont été complètement éliminés de la planète. Alors ce qui est une bonne affaire pour nous, hein, parce qu'à cette époque-là, les mammifères, c'était
Je veux dire, ils se cachaient pour pas être mangés par les dinosaures. Hein. Et donc, c'est eux, les reptiles, ils ont quand même régné pendant 160 ou 165 millions d'années. Bon, je suis pas sûr que les hommes arrivent à régner pendant 160 millions d'années. Hein. Donc, le fait que les dinosaures aient disparu, ça veut dire qu'il y a une espèce qui a pris le dessus. C'était les mammifères qui, en fait, eux, ont réussi à survivre. Et donc, c'est eux qui se sont imposés. C'est pour ça que nous, on est là, hein, puisqu'on doit dater des... On doit être les descendants des premiers mammifères qui ont dû survivre à l'extinction des dinosaures. Donc, finalement, on s'aperçoit que ces grandes catastrophes, elles font le ménage, et ça veut dire que très souvent, il y a une nouvelle espèce qui prend le pas sur d'autres espèces qui dominaient la planète. Alors, vous avez entendu parler de la dérive des continents, c'est-à-dire qu'au début, il y avait des petits bouts de rochers qui flottaient sur un magma, et ensuite, ça s'est rassemblé, ça a formé le premier continent qui était Rodinia il y a très très longtemps, et puis plutôt à l'échelle de quelques centaines de millions d'années, il y avait un seul continent, la Pangée, et en fait, ce continent-là, il s'est fragmenté, et il a donné les continents qui sont là. Donc tout ça, ça vient de la Pangée. Alors en fait, vous n'aviez qu'un seul continent. Alors on peut se dire, mais tout ça se balade sur la Terre. Alors on sait que la dérive des continents, c'est de l'ordre de 1 ou 2 cm par an. Alors vous dites 1 ou 2 cm par an, c'est pas grand-chose. Mais 1 ou 2 cm multiplié par 1 milliard d'années, ça vous fait 10 000 à 20 000 km. C'est-à-dire que vous êtes baladé complètement sur la Terre, quoi. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le Soleil, parce que là j'ai vraiment... moi je vous conseille le livre de Sylvie Vauclair, là c'est très facile à lire, et celui-là est intéressant parce qu'il se pose la question de savoir pendant combien de temps va survivre la race humaine, enfin l'espèce humaine. En fait on s'aperçoit que c'est pas si long que ça. Non mais de toute manière, c'est pas notre problème aujourd'hui. Alors maintenant... La question, c'est qu'on va se placer maintenant du côté de l'homme. Bon, on a le Soleil qui fournit l'énergie. Et puis la question, c'est comment est-ce qu'il va satisfaire nos besoins en énergie? Comment est-ce qu'on va récupérer l'énergie solaire, hein? Alors, parce qu'actuellement, pendant longtemps, l'homme, ce qu'il a fait, il a eu une attitude passive. C'est-à-dire, il sort dehors, il y a du soleil, c'est bien, il récupère un peu d'énergie en se chauffant et tout. Les reptiles, ils se mettent au soleil pour récupérer l'énergie du soleil. Bon, ça, c'est une attitude passive. Bon, l'homme, il est passé quand même à une attitude active, c'est-à-dire récupérer de l'énergie pour l'utiliser plus tard. Ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les sources d'énergie disponibles issues de l'énergie solaire. Et puis, parmi ces sources, il y en a qui sont épuisables et d'autres qui ne le sont pas. Alors d'abord, il faut voir un peu les besoins de l'homme. Alors l'homme, bon, nous, notre énergie, je veux dire, si vous ne faites rien d'autre que ça, c'est manger. Quand vous mangez, vous fournissez de l'énergie à votre corps et c'est comme ça que vous arrivez à survivre. Alors, si vous ne faites pas grand-chose, il vous faut à peu près 2,7 kWh par jour. C'est-à-dire, ça représente une puissance de l'ordre de 100 watts. Donc, un être humain, c'est comme une lampe à incandescence de 100 watts qui brûle 24 heures sur 24. Alors, en fait, vous voyez que quand même, l'être humain, il fait beaucoup plus de choses qu'une lampe à incandescence qui fournit que 5% de son énergie en lumière. Alors, chez les êtres vivants, et notamment chez l'être humain, enfin chez la femme, ce qui consomme le plus d'énergie, c'est la grossesse. D'ailleurs, on le voit parce qu'en général, une femme enceinte, elle a beaucoup d'appétit. Alors, il y a des gens qui se sont amusés à mesurer combien d'énergie faut-il à une femme pour fabriquer un bébé. Alors, un bébé, la gestation dure 9 mois. Ils ont trouvé que c'était en moyenne 90 kWh. Alors, pour vous ramener au monde réel, 10 kWh, c'est 1 litre d'essence. Hein. Donc, vous voyez, fabriquer un bébé, c'est l'équivalent de 9 litres d'essence. Alors ensuite, c'est là que vous voyez que la nature est bien faite. Hein, parce que supposons qu'il faille beaucoup plus d'énergie pour fabriquer un bébé. Supposons qu'au lieu de 90, ce soit 900 kWh. En fait, 90 kWh, ça veut dire, en gros, en moyenne, c'est 300 Wh de plus pour une femme enceinte. Donc 300 Wh, ça veut dire qu'elle mange à peu près 10% en plus. Bon, il y a des fois, ça sera 20%, puis moins les autres fois. Mais si ça avait été 900 kWh, ça voulait dire qu'il aurait fallu 3 kWh par jour en plus. Donc ça veut dire que la femme enceinte, elle aurait passé son temps à manger 24 heures sur 24 pour alimenter le bébé. Donc c'est là que vous voyez que les êtres vivants, c'est des choses qui sont extrêmement optimisées par rapport à toutes les machines qu'on peut concevoir. Alors la nourriture,
ça, l'homme préhistorique, il mangeait pas comme nous, hein. Lui, il crevait de faim. Il passait son temps à chercher à manger. Alors nous, on mange bien en moyenne, même sur la planète, même les gens qui mangent le moins bien sur la planète, ils sont mieux nourris que certains hommes préhistoriques. Et en fait, quand on transforme, alors les économistes, ils aiment bien les tonnes équivalent pétrole, hein. Alors ça s'appelle les TEP, hein. Bon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, parce que c'est pas une unité de physicien, hein. C'est l'énergie qui serait fournie par une tonne de pétrole, d'équivalent pétrole. Alors en gros, la nourriture, quand on calcule ce que ça... Alors en général, ce que les nutritionnistes, ils parlent en calories, hein. Alors les calories, ce n'est pas des petites calories, c'est des grandes calories, c'est des kilocalories. C'est-à-dire que quand vous dites j'ai mangé quelque chose, j'ai mangé 100 calories, c'est 100 kilocalories, donc du physicien, donc c'est beaucoup. Alors en gros, on mange 500... Enfin, la nourriture, ça représente 500 à 600 millions de tonnes équivalent pétrole, ce qui représente 6% de la consommation totale d'énergie de l'homme d'aujourd'hui. Donc c'est rien. Pour l'homme préhistorique, c'était 100%. Et il mangeait moins bien que ça. Bon, aujourd'hui, ça représente que 6%. Alors d'autre part, l'énergie que peut fournir un travailleur manuel, c'est-à-dire qu'il y a encore 200 ans, les gens ils prenaient des journaliers pour labourer et tout. Maintenant, on fait ça avec un tracteur. Bon, un bonhomme qui est bien en forme, hein, c'est-à-dire, en général, c'est pas nous, hein, parce qu'on n'a plus l'habitude de l'exercice, un bonhomme qui a un bon bûcheron, il fournit à peu près 1,5 kWh par jour d'énergie. Alors, des cyclistes, ils font plus, mais ils sont dopés, hein. Mais un bûcheron normal, si vous voulez, il va donner 1,5 kWh. Alors, pour vous dire que pourquoi est-ce qu'on est riche aujourd'hui, dans les civilisations occidentales, c'est parce que l'énergie vaut rien. Vous faites un exemple, vous allez jeter dans le centre-ville 10 centimes d'euros par terre, et vous regardez le nombre de gens qui se baissent pour les ramasser. Il n'y en a pas beaucoup. Avec 10 centimes, vous achetez 1 kWh pratiquement. 1 kWh, c'est le travail de 2 personnes pendant un jour. Donc aujourd'hui, l'énergie vaut rien. Alors, vous dites, bon, ben, l'homme, c'est quand même une petite chose dans l'univers. On a une densité énergétique qui est sans doute bien inférieure à celle du Soleil. Le Soleil, il y a des explosions thermonucléaires, enfin, il y a des réactions thermonucléaires, donc ça dégage beaucoup d'énergie. Alors, quand vous regardez ce qui sort du Soleil, c'est 4, 10 puissance 26 watts, la puissance. Mais par contre, le Soleil, c'est énorme. Quand vous calculez son volume, vous voyez que c'est 1,4, 10 puissance 27 mètres cubes. Donc, quand vous faites la division de ça par ça, ben, vous voyez que la densité d'énergie du Soleil, c'est 0,3 watts par mètre cube. Alors maintenant, vous allez faire la même chose avec un bonhomme. Vous prenez un être humain, c'est à peu près 100 watts. C'est-à-dire que, par exemple, dans la salle, là, en plein hiver, hein, chaque personne, c'est 100 watts, donc 10 personnes, ça me fait l'équivalent d'un radiateur. C'est pour ça que quand vous êtes dans une pièce, ben, en général, plus il y a de gens, plus ça chauffe. Alors donc, un être humain, c'est à peu près 100 watts. Bon, le volume d'un être humain moyen, enfin, il y en a des petits, il y a des grands, etc. Bon, mais on va prendre 75 litres, donc 0,075 mètres cubes. Ben, la densité de puissance, c'est 1300 watts par mètre cube. C'est 4000 fois plus que la densité de puissance du Soleil. Donc, vous voyez que le vivant, c'est quelque chose d'extrêmement efficace, hein. Le Soleil, c'est de la physique. L'être vivant, en plus, il y a la vie. Donc un être humain, ça a une densité de puissance 4000 fois supérieure à celle du Soleil. Alors, la différence, c'est que le Soleil est tellement lourd que, bon, quand vous additionnez tout ça, ça fait beaucoup, hein. Alors, quelles sont les sources d'énergie que l'homme utilise? Alors, il y a plein de sources d'énergie sur Terre. Le problème, c'est qu'il faut qu'elles soient rentables économiquement. Si ce n'est pas rentable économiquement, si vous achetez le kilowattheure 1000 €, personne n'achètera de kilowattheure. Alors, en fait, la plupart viennent du Soleil. Alors, vous avez déjà ce qu'on appelle les combustibles fossiles, charbon, pétrole, gaz. Alors, ceux-là, ils ont été formés par la nature il y a des centaines de millions d'années, donc au Carbonifère, par exemple, pour le charbon. Alors, le charbon, lui, il vient de la biomasse terrestre, donc des fougères, par exemple, qui se sont décomposées en milieu et en l'absence d'oxygène, et ça fabriquait des mines de charbon. Ensuite, vous avez le pétrole et le gaz naturel. Eux, ils viennent de la biomasse marine, c'est-à-dire le plancton, le phytoplancton, qui s'est décomposé, s'est déposé au fond des mers et a fabriqué les puits de pétrole et les puits de gaz. En général, quand vous allez en profondeur, parce qu'en fait, ce que la nature fait, c'est elle fait la cocotte minute, hein, c'est-à-dire elle prend la matière organique et puis elle la fait cuire. Plus vous descendez en profondeur, plus c'est chaud, donc plus ça cuit et plus vous avez de la pression. Donc c'est une véritable cocotte minute. Alors ce que vous avez, c'est quand vous n'êtes pas trop profond, c'est-à-dire 1 ou 2 kilomètres, ben, vous avez du pétrole.
Si vous allez encore plus profond, il fait plus chaud, le pétrole il se décompose en gaz naturel, puis entre les deux, vous avez pétrole plus gaz naturel, quoi. Alors donc tout ça, ça s'est formé il y a très très longtemps, et il a fallu des millions d'années, des dizaines de millions d'années pour le faire, et nous on le brûle en quelques siècles, on va brûler ça. Alors ça, c'est des choses qui ont été formées par photosynthèse. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, ils ont pompé du gaz carbonique, ils l'ont stocké, et maintenant, nous, quand on le fait brûler, eh ben, on rejette le gaz carbonique, mais au lieu de le rejeter en quelques millions d'années, nous, on le rejette en quelques jours, quelques années, quoi. Alors donc, ça, c'est ce qu'on appelle une énergie de stock, c'est-à-dire la nature l'a fabriqué, on le consomme à une vitesse supérieure à sa formation. Aujourd'hui, il se forme du pétrole, mais il s'en forme à peu près 40 litres par an sur la Terre, donc ça ne satisfera pas nos besoins. Ensuite, vous avez... alors, l'énergie nucléaire, elle, c'est spécial, ça ne vient pas du Soleil. Ça vient des poussières d'étoiles, parce que les grosses étoiles, elles ont fabriqué des noyaux comme l'uranium, le thorium, et ces noyaux-là, on les retrouve dans le système solaire. Donc ça, c'est pas de l'énergie qui vient du Soleil, c'est l'énergie qui vient encore plus loin, qui vient des vieilles étoiles. Ensuite, vous avez les énergies renouvelables. Alors, parmi les énergies renouvelables, vous avez la biomasse. Alors ça vient directement du Soleil, puisque pour faire pousser des plantes, il faut de la photosynthèse, donc ça veut dire Soleil, CO2 et eau. L'hydraulique, alors l'hydraulique, ça vient aussi du Soleil, parce que, en fait, vous évaporez de l'eau, par exemple des mers ou des rivières, ça forme des nuages. Ensuite, les nuages, l'eau tombe, et si vous recueillez l'eau en altitude, après en utilisant la force de gravitation, vous pouvez faire de l'énergie hydraulique. Mais initialement, il faut le soleil pour évaporer l'eau. L'éolien, ça vient du vent. Alors le vent, quand est-ce que vous avez du vent? Si vous, par exemple, dans cette pièce, ici on a un point chaud, là-bas on a un point froid, vous allez avoir un courant d'air. Bon, sur la Terre, c'est la même chose, vous avez des endroits où il fait plus froid que d'autres. Et puis, vous avez le solaire direct, c'est-à-dire au lieu de se fatiguer, on se dit, je vais essayer de récupérer directement les rayons du soleil. Alors la géothermie, ce n'est pas une énergie qui vient du soleil. La géothermie, disons, 70%, plus de 70% de la géothermie, elle vient des noyaux radioactifs qui sont sur la Terre, qui sont dans la Terre. Ces noyaux radioactifs, ils émettent des particules ou des rayons gamma, c'est stoppé dans la Terre et donc ça se transforme en chaleur. Et puis vous avez une partie qui vient du fait que la Terre s'est formée par gravitation. Mais ça ne vient pas du Soleil. Et puis vous avez une énergie renouvelable dont on parle peu, c'est ce qu'on appelle la chaleur à basse température. Alors, la chaleur à basse température, c'est par exemple l'air que vous avez dans cette pièce, l'air que vous avez dehors. Alors habituellement, quand on est au lycée, ce qu'on apprend, c'est les machines à vapeur. Comment est-ce qu'on va fabriquer du travail à partir des machines à vapeur? On vous dit, il vous faut une source froide, une source chaude. Et puis plus la différence entre la source froide et la source chaude est grande, plus vous allez avoir un bon rendement. C'est le principe de Carnot. Dans le cas de la chaleur à basse température, on utilise au contraire ce que vous utilisez dans les frigidaires, c'est-à-dire des pompes à chaleur. Alors une pompe à chaleur, c'est l'inverse du principe de Carnot. Le rendement est d'autant meilleur que la différence de température est faible. C'est-à-dire si vous chauffez cet amphi avec un air, vous voulez le chauffer par exemple à 22 degrés et dehors il fait 18 degrés, vous aurez un meilleur rendement que s'il fait 5 degrés dehors. D'accord? Bon, alors donc, la chaleur à basse température, il y en a partout. Et donc, on peut vraiment l'utiliser. Et alors, l'avantage, c'est que quand vous utilisez une pompe à chaleur, quand vous êtes chez vous, vous avez un convecteur. Quand vous consommez 1 kWh d'électricité, vous allez générer pratiquement 1 kWh de chaleur. Quand vous avez une pompe à chaleur, quand vous consommez 1 kWh d'électricité chez EDF, vous allez générer chez vous 3 ou 4 kWh de chaleur. Alors après, c'est un problème économique, c'est-à-dire le fait que vous en payez un et vous en récupérez 2 ou 3 gratuitement de l'environnement. C'est comme ça. Que vous ne payez pas, on ne vous fait pas encore payer la chaleur, la basse température, mais ça viendra peut-être un jour. Alors le constat, alors actuellement, on parle beaucoup des combustibles fossiles. Attendez, combien il me reste là? Ah bon, alors il faut que j'accélère. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est notre monde, il est dominé par les combustibles fossiles. C'est-à-dire que si demain on dit, vous n'utilisez plus le pétrole, le gaz naturel et le charbon, c'est fini, la civilisation s'écroule. Donc les gens se battent dans la rue pour avoir le dernier morceau de charbon. Alors, il ne faut pas croire qu'on n'utilise pas les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on utilise 5 à 6 fois plus de biomasse qu'il y a 200 ans. Et il y a 3 fois plus de personnes qui l'utilisent. Le seul problème, c'est qu'on a des besoins de plus en plus importants. Vous prenez le cas de la France. En 1950, en France, on consommait en électricité 25 TWh. Aujourd'hui, on en consomme 450.
C'est-à-dire que si un Français d'aujourd'hui consommait comme un Français de 1950, simplement avec l'hydraulique, on pourrait alimenter toute la France, et en plus, on aurait 25 TWh pour exporter aux Allemands. Par exemple. Alors, l'effet de serre. Alors, l'effet de serre, heureusement qu'il y a ça sur la Terre. C'est-à-dire que si la Terre était un objet inerte, qui se dérive dans l'espace intersidéral, la température serait 3 degrés K, c'est-à-dire moins 270 degrés. Si la Terre maintenant était telle qu'elle est, mais comme par hasard elle part dans l'espace, là il y a la chaleur de la Terre. Et bien, avec la chaleur de la Terre, la température serait moins 243 degrés. S'il y avait maintenant le Soleil, mais si on n'avait pas d'atmosphère pour l'effet de serre, eh bien la température serait de moins 18 degrés. Et heureusement, on a une atmosphère avec un effet de serre qui vient essentiellement de la vapeur d'eau. Parce que la vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre très important. Mais nous, on n'en rejette pas suffisamment par rapport à la nature, c'est pour ça qu'on n'en parle jamais. Mais grâce à l'effet de serre, eh bien, la température moyenne, c'est 15 degrés, c'est-à-dire l'eau, c'est pas de la glace, et puis les êtres vivants peuvent vivre. Alors, le seul chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, avec les activités humaines, on émet 2 fois plus de gaz à effet de serre que ce que la nature peut absorber. Donc ça veut dire qu'il faut soit réduire, si on veut être en équilibre avec la nature, il faudrait soit que la population soit réduite d'un facteur 2, soit qu'on consomme 2 fois moins. Enfin, qu'on émette 2 fois moins. Bon, ça, je suppose que les transparents, vous les mettrez sur un site. Ouais. Alors je vais passer. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que initialement, vous aviez, il y a 4,5 milliards d'années, la concentration en CO2, c'était 100 000 fois plus élevée qu'aujourd'hui. Il y avait 30 ou 60 atmosphères de gaz carbonique. Et le Soleil brillait 30 fois moins. Quand on regarde l'évolution du gaz carbonique en fonction du temps, on s'aperçoit, si on regarde en milliards d'années, que la concentration du gaz carbonique n'a fait que descendre. Alors où est-ce qu'il est passé, le gaz carbonique? C'est le calcaire que vous avez sous vos pieds ou dans les rochers. Ça s'est transformé en calcaire. Ensuite, quand vous regardez en millions d'années, vous voyez que les concentrations de CO2 aussi en moyenne diminuent. Là, vous avez les variations sur des centaines de milliers d'années, mais là, c'est les variations dues au paramètre de Mikhailovitch, dont je vous avais parlé. Et puis, si on regarde à notre petite échelle, là, depuis 1760, on s'aperçoit que la concentration de CO2 augmente parce que, justement, on brûle notamment des combustibles fossiles, donc on émet du CO2 dans l'atmosphère. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'échelle de la Terre, le CO2 ne fait que diminuer, il se transforme en rocher. Bon, alors je vais peut-être sauter ça parce que je ne vais pas avoir le temps de tout dire. La seule chose qu'on peut dire, c'est que dans les énergies renouvelables, ce qu'on veut utiliser, que les gens... Alors on les utilisait depuis longtemps, c'est les premières énergies qu'ont utilisées les hommes. Le problème qu'on rencontre actuellement, c'est avec le solaire et l'éolien qui sont des énergies intermittentes. C'est-à-dire que vous avez de l'électricité que quand vous avez du vent, et puis vous avez quand il y a du soleil. Alors le soleil, en général, vous savez que vous en avez le jour, et puis vous n'en avez pas la nuit, mais le jour même, il y a des fluctuations énormes, suivant que les nuages, vous avez des nuages ou pas de nuages. Pour le vent, c'est très très difficile de prévoir quelle sera la vitesse du vent et sa direction, même à 1 heure à l'avance. Quand vous regardez, vous faites des statistiques, vous apercevez qu'en général, c'est tout faux. Donc pour pallier à ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez soit des moyens de stockage, on n'en a en général pas assez, soit vous avez des centrales à gaz qui sont l'arme au pied, et quand il n'y a pas de vent, elles démarrent pour alimenter le réseau. Donc ça veut dire qu'en général, quand vous avez des éoliennes, si vous n'avez que des éoliennes, vous êtes obligé à côté d'avoir soit des centrales à gaz et des centrales à charbon pour générer l'électricité quand il n'y a pas de vent, ou quand il n'y en a pas assez. Alors la fusion thermonucléaire, comme je vous l'ai dit, ce qu'on veut faire sur Terre, ce n'est pas du tout ce qui se fait dans le Soleil. Ce qu'on fait sur Terre, on veut essayer de faire deutérium plus tritium. Alors, bon, c'est pas encore pour la fin du siècle. À mon avis, il y a encore des études. Alors, soit il y a une découverte extraordinaire qui fera que, on trouvera quelque chose qu'on n'attendait pas et on fera un pas en avant. Mais si on extrapole ce qu'on connaît aujourd'hui, on sait qu'on n'y arrivera pas parce que il va falloir ITER, le prochain réacteur, ça va durer des dizaines d'années. Ensuite, il faudra un nouvel ITER, un super ITER, pour montrer qu'on est capable de produire de l'énergie pendant 24 heures sur 24. Et puis ensuite, il faudra un prototype pour montrer qu'on est capable de produire de l'électricité. Et comme ça prend des décennies, on n'arrive pas avant le siècle prochain. Alors,
je vais plutôt terminer là-dessus, sur les bienfaits du soleil sur la santé, puisque ça, c'est quand même un problème qui intéresse tout le monde. Alors, le problème, le soleil, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. D'abord parce que ça permet la synthèse de la vitamine D, qui permet notamment d'avoir du calcium, du phosphore dans les os. Donc, ça fixe le calcium et le phosphore. Ça prévient le rachitisme. Or ça, il y a 2 ou 3 siècles, il y avait des problèmes de rachitisme. Même en 1940, il devait y avoir plus de 40 ou 50% des Américains qui étaient rachitiques, parce qu'ils n'avaient pas assez de soleil. Bon, ça prévient l'ostéoporose, donc c'est bien. Ensuite, bon, ça permet de synchroniser l'horloge interne. Vous savez, quand vous travaillez en décalé, si jamais vous avez du mal à vous raccorder, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fatigant. Ça permet de synchroniser le sommeil, notamment le soir, quand il y a moins de lumière, vous allez sécréter de la mélatonine qui va vous faire dormir. Ça améliore le sommeil, ça diminue l'hyperactivité. Alors ça, c'est pas à 100%, pour certains échantillons de personnes. Ça permet de traiter certaines maladies de peau, comme le psoriasis, l'eczéma. Alors par contre, l'acné, en général, il vaut mieux pas trop le traiter parce qu'effectivement, ça améliore quand vous avez du soleil et puis à l'automne, ça repart de plus belle. Parce qu'il y a autre chose. Alors par contre, les dangers. Alors les dangers du soleil, c'est d'abord les risques. Bon, si vous vous mettez trop au soleil, vous avez un risque de coup de chaleur, l'insolation. Alors ensuite, les coups de soleil. Alors les coups de soleil, c'est dans des brûlures. Et ces brûlures, elles peuvent conduire, notamment si vous avez vu ça quand vous êtes enfant, si vous avez été fortement brûlé par le soleil, ça peut induire des cancers, des mélanomes, des cancers quand on est plus vieux. Alors, il y a un vieillissement accéléré de la peau. Bon, ça, il suffit de voir, les gens qui se sont exposés, qui sont sur les plages, pas 24 heures sur 24, mais des heures par jour, bon, vous voyez, à partir d'un certain âge, ça se voit qu'ils se sont exposés. Ensuite, vous pouvez avoir, vous pouvez avoir des brûlures oculaires, et des cataractes. Il faut savoir que 20% des cataractes sont dues à l'exposition au soleil. Donc, il vaut mieux avoir des lunettes de soleil. Alors, donc, les précautions. Déjà, ne pas s'exposer entre midi et 16 heures, ou alors, il vaut mieux y aller habillé. Se protéger avec la crème solaire. Alors, se protéger avec la crème solaire, ça ne veut pas dire que vous arrêtez tout. D'ailleurs, on observe qu'il y a plus de cancers avec les gens qui mettent de la crème solaire qu'avec ceux qui n'en mettent pas. Et la raison, c'est que ceux qui mettent de la crème solaire, ils s'exposent plus longtemps. Alors, vous avez des signaux, alors, par exemple, quelque chose de dangereux, vous avez un t-shirt mouillé, vous prenez un bain avec, vous dites je peux m'exposer au soleil, parce qu'en fait vous ne sentez pas la chaleur, parce que le signal d'alerte, c'est les infrarouges. Quand il fait chaud, vous dites j'ai pas envie de rester au soleil. L'UV, lui, vous ne savez pas s'il fait chaud. C'est la raison pour laquelle vous avez plus de cancers de la peau en Bretagne que sur la Côte d'Azur. Parce que sur la Côte d'Azur, vous n'allez pas vous mettre sur la plage à 1h de l'après-midi, quoi. Alors qu'en Bretagne, vous dites il fait frais, etc. D'ailleurs, le soleil de mai, il est aussi dangereux que le soleil du mois d'août. Donc, il y a des signaux d'alerte, et si on ne fait pas attention à ces signaux d'alerte, si on les court-circuite, ça peut conduire à des choses un peu graves. Alors, donc il vaut mieux porter des lunettes de soleil, parfois un chapeau. Alors, il faut faire attention à la réflexion sur l'eau, la neige ou les objets. Ça, on le sait à la montagne, c'est-à-dire que même à la limite, à la mer, vous mettez sous le parasol, mais le sable, de toute manière, vous envoie des rayons. Alors, il y a des médicaments dont il faut faire attention parce qu'ils sont photosensibilisants. Donc ça, il faut regarder les notices. Et surtout, les enfants très jeunes et les bébés, il ne faut pas les exposer, ou mieux pas les exposer au soleil. Alors, en général, vous avez 3 types de rayons UV qui arrivent sur la Terre. Vous avez l'UVA, UVB, UVC. Alors, les plus dangereux, c'est les UVC, mais alors, eux, heureusement, ils sont arrêtés par la couche d'ozone. Ensuite, vous avez les UVB, eux, ils restent en surface, et puis les UVA, eux, ils pénètrent profondément dans votre peau. Alors, vous avez en gros 0% d'UVC parce qu'ils sont dans la couche d'ozone, les UVB, il n'y en a que 5%, les UVA, vous en avez 95%. Mais une crème solaire, elle laisse passer 2% des UV, donc c'est pas rien. Alors maintenant, le problème qui préoccupe tout le monde, c'est les problèmes de cancer de la peau. Alors le cancer de la peau, ils sont de 2 types. Vous pouvez avoir carcinome, alors ça, c'est pas trop dangereux. Parmi les carcinomes, vous avez les basocellulaires, alors ça, c'est local. Alors local, il ne faut quand même pas se laisser envahir, mais disons que ça se soigne très facilement. Ça touche à peu près 150 personnes par an pour 100 000 habitants. Donc c'est local. Vous avez ensuite le spirocellulaire, ça c'est 20%,
ça, le problème, c'est que ça peut être invasif. C'est-à-dire que si vous laissez traîner, ça peut envahir, ça peut faire des métastases et envahir ailleurs. Et alors, celui qui est très dangereux, c'est le mélanome. Alors, le mélanome, ça représente 9 cas par an et pour 100 000 habitants. Et son problème, c'est qu'il est invasif. C'est-à-dire qu'il va pénétrer. Alors, tant que c'est superficiel, ça s'enlève d'un coup de bistouri. Mais après, il va pénétrer, si vous le laissez faire, ça va pénétrer à l'intérieur de votre peau. Et ensuite, ça va faire des métastases qui vont aller dans des endroits. Alors, je vais vous montrer. Alors, ça va aller grâce aux vaisseaux sanguins et vaisseaux lymphatiques, ça va aller dans les ganglions lymphatiques, les poumons, le foie ou le cerveau. Donc, c'est un cancer qui est un peu embêtant. Le taux de survie à 5 ans, quand il y a des métastases, il est inférieur à 20%. Donc, c'est quelque chose qui est très grave. Par contre, s'il est pris à temps, vous avez 90% de chances de guérir. Donc, en gros, le mélanome, donc je vous ai dit, ça représente 10% des cancers de la peau. Et alors, souvent, ça part d'un grain de beauté, mais ça, dans 70-80% du temps, ça peut partir comme ça de la peau saine. Alors, c'est favorisé fortement par les UV du soleil. Et comme je vous l'ai dit, un seul coup de soleil important sur un enfant peut induire plus tard un mélanome. Et alors, quand vous regardez les statistiques, vous apercevez que plus les gens sont déshabillés sur les plages, plus le taux de cancer de la peau a augmenté. Si vous regardez les gens entre, par exemple, 1930 et puis 1960, déjà ça a augmenté. Mais même ici, là, vous voyez qu'entre 80 et 2005, le nombre de mélanomes a été multiplié par 3,5 pour les hommes et 2,4 pour les femmes. Ce qui prouve que les femmes devaient être déjà déshabillées et les hommes un peu moins. Alors, ce qui est très important, c'est que ça doit être pris en charge dès le début. Alors voilà un exemple. Alors vous voyez, ça c'est un petit point de beauté. Donc là, c'était en janvier 2008. Vous voyez, en mars 2009, ça c'est le mélanome. Alors pour voir... attendez, alors, vous pouvez regarder sur Internet pour ce qu'ils appellent la règle ABCDE. Alors en général, un mélanome, c'est quelque chose... C'est une sorte de grain de beauté qui est asymétrique. Donc c'est pas tout à fait rond. Ensuite, les bords, souvent, les bords, ils sont un peu dentelés. La couleur, elle peut varier suivant à l'intérieur du point de beauté. Le diamètre, il faut tout de suite aller voir si ça dépasse 6 mm. Et puis, surtout, s'il y a une évolution, si vous voyez que ça grossit et tout, ça, il faut aller le voir. Bon, donc pour conclure, donc le soleil, c'est la vie, et c'est notre source d'énergie, qu'on essaye d'exploiter le mieux possible. C'est notre passé, puisque c'est grâce à lui que finalement on a réussi que l'espèce humaine a réussi à se développer, après être passé par de multiples espèces. Et c'est notre avenir, parce que le futur de l'énergie, quand on aura épuisé les combustibles fossiles, il faudra utiliser le solaire. Le soleil, c'est la meilleure énergie. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore les technologies suffisantes pour bien pouvoir le récupérer et puis stocker l'énergie qu'on a récupérée. Alors, ce qu'on a vu, c'est quand même qu'il y avait des extinctions. Alors, la Terre, on a de la chance, parce qu'elle est à une position particulière du système solaire. Il y a des tas de choses qui font que c'est une planète agréable à vivre. Alors, bien sûr, sur 10 puissance 23 étoiles, il y a certainement des planètes qui sont aussi agréables que la Terre. Mais bon, de toute manière, pour y aller, ça sera un peu dur. Déjà, vous savez que le Soleil, il est sur la banlieue de la galaxie. Et même si on avait un avion qui aille à 1000 km/h simplement pour aller au centre de la galaxie, c'est-à-dire en gros au centre-ville, il vous faudrait, je crois, ça doit être 7 fois l'âge du système solaire en temps. Alors, il y a eu des extinctions successives d'espèces, c'est-à-dire que là, l'environnement a été complètement bouleversé, et ça a permis notamment à d'autres espèces d'émerger, et puis lors de la dernière extinction, ça a permis aux mammifères et donc à l'homme d'apparaître. Donc, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que l'évolution de la vie, c'est une lutte qui est sans merci entre les différentes espèces. Et parmi celles-ci, celles qui font peut-être le plus peur, ce n'est pas les grosses, mais c'est les petites qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les bactéries, les microbes, les virus, qui sont parfois nécessaires à notre vie, à notre survie. On a besoin d'avoir certaines bactéries. Par contre, ça peut être aussi les ennemis les plus féroces de l'espèce humaine. Et en fait, l'espèce humaine, elle est sans cesse en lutte contre de nouveaux virus, de nouveaux microbes. Quand on en arrive à en vaincre un, il y en a un autre qui est arrivé. Donc, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille.
Bon, ben, je vous remercie. Ah oui, je voulais juste donner une indication. Tiens, je l'ai pas. Ah oui, si vous voulez télécharger gratuitement ce livre, hein, il y a quelques remarques. Si vous vous intéressez à l'énergie, il y a ce livre-là sur mon site. Bon, ben, je vous remercie. Je vous rappelle, s'il vous plaît, pour poser vos questions, vous attendez que le micro vous parvienne, parce que les conférences sont enregistrées. Alors, voilà. Il y a 2 micros qui sont à votre disposition dans chacune des allées. Oui, ma question va concerner la mission Rosetta qui a réussi à envoyer un petit robot au Philae sur une comète après quelques années de voyage et après de l'avoir trouvé dans le ciel. Donc un des enjeux de la mission, c'était de trouver des molécules complexes à base de carbone qui peuvent ressembler à celles de la vie. Parce que donc on a formulé l'hypothèse que ce seraient les comètes qui auraient ensemencé la Terre. Ouais. Alors, est-ce qu'on a trouvé beaucoup de choses intéressantes pour l'instant, parce qu'il y a des années d'analyse à faire probablement, mais aussi, si ma question c'est s'il y a des molécules complexes sur les comètes, d'où viennent-elles? Alors ça c'est une bonne question, pour laquelle je pense qu'il n'y a pas encore de réponse, parce que d'où vient la vie? Est-ce que ça vient effectivement par rapport aux comètes? Notamment pour ce qui est de l'eau, les gens pensent qu'il y a une partie de l'eau qui vient de la Terre elle-même, et l'autre partie qui vient de l'eau venant des comètes. Parce qu'au tout début de la formation de la Terre, il y a eu des bombardements effroyables d'objets, de comètes et tout. Le système solaire, ça devait être invivable à cette époque-là. Et une fois que tout ça s'est rassemblé en planète, ça a été effectivement beaucoup plus calme, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors la question, c'est d'où viennent les premières... Est-ce qu'il y a des molécules qui permettraient d'engendrer la vie? Alors la question, effectivement, c'est est-ce que ça vient... Est-ce qu'elles ont été formées spontanément à partir dans des sources hydrothermales ou il y a eu des théories aussi dans lesquelles, à partir de la foudre, certaines molécules élémentaires carbonées, on pouvait fabriquer des molécules complexes qui étaient des acides aminés? Ou est-ce que c'est déjà formé dans l'univers et que ça arrive effectivement par des comètes? Alors le problème, mais supposons qu'il y en ait, d'où est-ce qu'elles viennent? Et ça, je sais pas. Et je pense que ça reste encore une question. Finalement, est-ce qu'il y a d'autres mondes dans lesquels il y aurait des molécules organiques qui ont conduit à la vie et puis qui finalement on retrouve ensuite dans des objets célestes? Parce que avant, on pensait que on parlait d'une soupe primordiale. Ouais, en fait, on pensait ça, mais ça serait donc formé tout seul. Tout seul, non, quand même. Il faut de l'énergie pour ça. Oui, donc, à un moment, il y a des gens qui ont fait des expériences avec en faisant des étincelles de courant pour simuler la foudre. Et en se disant, et alors, je crois qu'ils ont réussi à fabriquer des molécules organiques. Mais après, parce que la vie, c'est quoi? En gros, en fait, la vie, ça commence finalement quand les objets commencent à se reproduire eux-mêmes. C'est un peu ça, la vie. Et après, effectivement, une fois que la vie a démarré, il y a toute la sélection naturelle qui va permettre de s'adapter à l'environnement. Mais d'où ça vient? Je veux dire, c'est un peu comme avant. Qu'est-ce qu'il y a eu avant le Big Bang? C'est le même genre de question. Je veux dire, c'est peut-être encore plus compliqué. Merci. Est-ce que les éclipses du Soleil, même brèves, causent des traumatismes aux animaux ou aux végétaux ou aux bactéries? Les éclipses, brèves, je pense pas quand même. Bon, le problème d'une éclipse, c'est comme nous, quand on veut les regarder, il vaut mieux les regarder en se protégeant les yeux. Je pense que les animaux, ils ne regardent pas. Enfin, comme vous ne regardez pas le soleil dans la journée comme ça, de manière fixe. Hein. On a pris le réflexe de ne pas le regarder. Mais sans ça, je ne pense pas que les éclipses jouent...
joue un rôle sur les bactéries ou ça, je pense pas, quoi. Non, ce qui pourrait jouer un rôle, c'est si effectivement vous avez un événement, enfin, ce ne serait pas une éclipse, mais par exemple, comme quand il y a l'astéroïde qui a frappé, qui a contribué à la disparition des dinosaures, bon là, effectivement, vous faites un nuage qui arrête la lumière solaire. Et donc là, ça a un impact. Parce que ça dure quand même suffisamment longtemps. En fait, le problème, c'est que la vie, elle évolue quand même lentement. Enfin, mais je ne pense pas quand même qu'une éclipse change beaucoup les choses, parce que c'est quand même bref. Hein. Bonjour. Pourquoi les centrales au thorium n'ont pas été exploitées plus que ça, s'il vous plaît? Alors pourquoi ça n'a pas été exploité plus que ça? Parce qu'en fait, vous êtes obligé de faire un choix industriel. Ce qui a été fait initialement, c'était le choix des centrales à uranium. Une fois que vous avez bâti une filière, après passer au thorium, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... Enfin, je veux dire, vous avez fait vos investissements. Donc une fois que vous avez fait votre choix, vous ne passez pas au thorium. Alors au thorium, sur les centrales au thorium actuellement, elles sont beaucoup étudiées en Inde, parce que l'Inde a beaucoup de thorium. L'avantage du thorium sur l'uranium, c'est que la concentration dans l'écorce terrestre, ça doit être deux fois et demi plus. Alors après, un des arguments que donnaient les gens, c'est que le thorium donnait des déchets nucléaires qui étaient moins de déchets nucléaires. Alors, par contre, il donne des déchets nucléaires dont certains éléments sont beaucoup plus radioactifs, enfin beaucoup plus pénétrants. Alors d'autre part, quand vous avez une filière thorium, en général, c'est comme pour les réacteurs à neutrons rapides en uranium, il faut l'amorcer. Et donc il faut l'amorcer avec un composant fissile. Donc vous ne pouvez pas démarrer comme ça, il faut avoir d'autres réacteurs déjà pour pouvoir produire, par exemple, je ne sais pas, du plutonium ou autre chose, enfin, ou produire votre thorium. Parce que vous avez des éléments qui sont fertiles mais pas fissiles. Mais d'ailleurs, au niveau même de l'uranium, les réacteurs actuels qu'on utilise, c'est des réacteurs à neutrons lents qui brûlent de l'uranium 235 qui est présent à 0,7%. Bon, le futur, c'est les réacteurs à neutrons rapides qui permettront de valoriser l'uranium 238 qui est présent à 99,3%. Et pour vous donner un ordre de grandeur, si vous prenez le combustible qui est utilisé aujourd'hui par EDF pour un réacteur pendant une durée de vie de 40 ans, eh bien, si vous prenez ce combustible et si vous le valorisez dans un réacteur à neutrons rapides, vous avez de l'énergie pour 5000 ans. Donc ça veut dire que les réserves qu'on peut évaluer peut-être à quelques siècles, vous passez maintenant en 10 000, 20 000 ans, quoi. Donc c'est évolution normale. Et après, effectivement, vous avez le thorium. Et donc si on ajoute uranium plus thorium, là vous avez des réserves sur, je sais pas, moi je dirais sur des dizaines et dizaines de milliers d'années, quoi. Donc vous avez le temps de vous retourner pour maîtriser d'autres technologies et mieux extraire, par exemple, l'énergie du soleil. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui bloque dans l'extraction de l'énergie du soleil, hein, que ce soit sous forme de vent ou sous forme d'énergie solaire, c'est que c'est quelque chose qui est intermittent. Donc c'est un peu comme, je veux dire, c'est comme vous avez une carte de crédit. Bon, quand vous utilisez des combustibles fossiles, vous avez de l'énergie à la demande. Hein. C'est-à-dire, vous voulez de l'électricité, on allume la centrale et ça marche. Hein. Bon, quand vous avez du vent ou du soleil, c'est un peu comme si votre carte de crédit, vous n'aviez le droit de dépenser que quand il y a du vent. Et puis s'il y a par exemple un tout petit peu de vent, vous avez le droit de dépenser un petit peu. Donc vous voyez, pour le citoyen moderne, c'est quand même gênant, quoi. Je veux dire, pour nos ancêtres, ils avaient le temps. Hein. Ils disaient, bon, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, j'attends. Bon, nous c'est du flux tendu. On veut de l'énergie, vous rentrez dans cette pièce, vous appuyez sur le bouton, vous voulez que ça s'allume. Bon, nos ancêtres, ils avaient le temps, donc ce problème, c'est que la question avec ces énergies-là, c'est comment est-ce qu'on va gérer l'intermittence. Alors vous avez trois manières. Alors la première manière, c'est de dire j'ai du stockage. Alors le stockage, il faut du stockage à grande échelle. Donc typiquement ce qu'on fait en France, vous avez ça par exemple dans le barrage de Grand Maison.
Vous pompez de l'eau, quand vous avez trop d'électricité, vous pompez de l'eau d'une retenue inférieure vers une retenue extérieure, et après, quand les gens ont besoin d'électricité, vous returbinez dans l'autre sens. Le problème, c'est que on n'a pas assez de stockage pour stocker tout ce qui viendrait du vent et qui pourrait assurer nos besoins. Alors la deuxième méthode, qui est celle qui est utilisée, que ce soit par les Allemands, bon, nous on n'a pas besoin parce qu'on a du nucléaire, mais ce qui est utilisé notamment par les Allemands, c'est que quand ils n'ont pas de vent, alors ils ont une méthode, hein, c'est que soit ils empruntent à leurs voisins, c'est ce qu'ils font, soit ils allument une centrale à gaz ou une centrale à charbon. Donc ça veut dire qu'en gros, quand vous avez en Allemagne, l'éolien, ça marche à 15% du temps, à pleine puissance. Donc ça veut dire que pendant 85% du temps, vous êtes obligé d'avoir une centrale thermique, donc qui va émettre du gaz carbonique, et puis si c'est une centrale à charbon, émettre de la pollution. Et la troisième méthode qu'on peut utiliser, enfin on peut utiliser les trois, la troisième méthode, c'est ce que les gens appellent le smart grid ou le réseau intelligent. Alors le réseau intelligent, moi je dirais, c'est de dire, on essaye de mieux répartir l'électricité, etc. Et puis alors c'est là qu'on invente des termes savants. Alors le premier terme, c'est ce que nos ancêtres appelaient une panne d'électricité. Alors maintenant, avec le vocabulaire moderne et la langue de bois, on appelle ça l'effacement. C'est-à-dire on va trouver des gens qui sont volontaires pour ne pas avoir d'électricité quand il n'y a pas de vent. Donc ils s'effacent. Et on va les payer pour ça. Donc on va les payer pour s'effacer. Alors en général, quand vous êtes une industrie, alors on demande ça pour le moment au gros. Hein. Donc quand vous êtes une industrie, quand on vous dit maintenant il faut vous effacer parce qu'il n'y a pas d'électricité, alors vous effacez, mais comme vous voulez que vos chaînes continuent à marcher, qu'est-ce que vous faites? Vous allumez un groupe électrogène. Donc là, vous allez polluer à mort. Alors ensuite, donc ça c'est le premier terme que les gens ont inventé. Ensuite, le deuxième terme, c'est ce qu'on appelle le marché de capacité. Alors c'est encore des mots pour emballer des choses. Hein. Alors le marché de capacité, ça revient à dire que quand il n'y a pas d'électricité, alors initialement, quand vous avez une centrale à gaz, en général, le type il gagne de l'argent quand il vend de l'électricité, quand sa centrale elle marche à, je sais pas, 95% du temps, parce qu'il faut tenir compte de l'entretien. Bon, quand il n'y a pas de... quand on lui dit maintenant vous êtes en support des énergies renouvelables, comme le solaire ou le photovoltaïque, ça veut dire que la centrale à gaz elle va marcher peut-être pendant 60% du temps. Donc ça veut dire qu'elle n'est plus rentable. Donc qu'est-ce qu'ont fait les électriciens européens pendant une époque? Ils ont dit, puisque c'est pas rentable, on ferme. Alors ils n'ont pas fermé, ils ont dit on met sous cocon. C'est-à-dire on les garde quand même parce que ça pourrait servir. Et les gouvernements, quand ils ont vu ça, ils ont dit mais oui, mais si vous arrêtez de nous fournir l'électricité, le système il va s'écrouler. Et donc si le système s'écroule, il faut absolument que vous soyez là pour nous fournir l'électricité. Alors les industriels ils disent non, mais c'est pas rentable. Bon alors comme c'est pas rentable, on invente ce qu'on appelle le marché de capacité, c'est-à-dire qu'on paye aux gens. On leur donne de l'argent, des centaines de millions d'euros, pour qu'ils soient prêts à fournir de l'électricité en cas de besoin. Alors, il y a des années, ils n'en fournissent pas du tout, et il y a d'autres années, ils en fournissent. Et donc, c'est ce qu'on appelle, avec des mots un peu savants, le marché de capacité. Donc, en gros, ça revient à dire, par exemple, vous avez une voiture, supposons que le taux de panne de votre voiture soit 1 jour par an, un marché de capacité, ça voudrait dire, on vous force à racheter une deuxième voiture qui va rester dans votre garage, et quand elle tombera en panne, vous aurez la deuxième voiture. Donc oui, c'est des mots un peu savants pour dire, ce que faisaient nos ancêtres, ils disaient panne d'électricité, et puis bon. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans un réseau électrique, il faut que la production soit égale à la consommation, sans ça disjoncte. Alors, nous, on est en 50 Hz. Alors, il faut que la fréquence soit très très proche de 50 Hz. Si la fréquence varie, ça s'écroule. Et quand ça s'écroule, le réseau, il peut redémarrer dans quelques heures, voire quelques jours, voire plus. Donc, vous voyez, ça fait un drame, quoi. Alors, ça se comprend très bien, l'histoire de la fréquence. Vous prenez le cas d'une perceuse. Hein. Alors, une perceuse, elle tourne avec une certaine fréquence, avec une certaine vitesse de rotation. Quand vous percez un trou, vous approchez votre perceuse dans le béton, et vous entendez que le régime, elle tourne moins vite. Donc, vous avez baissé la fréquence. Ça, c'est la même chose que quand vous êtes des clients d'électricité, et puis tout d'un coup, il y a plein d'usines où vous allumez tous vos radiateurs électriques en même temps, donc il y a un appel d'électricité, et puis derrière, par exemple, vous avez des éoliennes qui ne peuvent pas répondre. Qu'est-ce qui se passe? Le réseau il s'écroule, c'est la panne. Bon, maintenant, quand vous avez votre perceuse, là, vous avez percé votre trou, vous savez que quand vous enlevez la perceuse, tout d'un coup, la perceuse, elle accélère. Vous avez une augmentation de fréquence. Ça, c'est l'équivalent pour le réseau électrique, c'est tout d'un coup, vous avez un coup de vent, vous avez les éoliennes qui se mettent à tourner, elles envoient le courant sur le réseau, il n'y a pas de client.
Et donc dans ce cas-là, la fréquence augmente et hop, le réseau il disjoncte. Donc c'est pour ça que c'est très très difficile à gérer. Il faut que l'offre soit égale à la demande, et c'est pour ça que les opérateurs, ils ont en général des centrales de secours, des systèmes de stockage de secours. Alors, tant que vous n'en avez pas beaucoup d'éoliens ou de solaires, vous arrivez à gérer. Quand vous en avez beaucoup, ça devient le drame. Alors le solaire, par contre, lui, son intérêt, c'est que vous pouvez plus avoir de l'énergie de manière individuelle. C'est moins laid que des éoliennes. Enfin, il y a des gens qui trouvent que c'est des éoliennes, mais bon, c'est vrai, quand il y en a beaucoup, ça commence à faire... Enfin, c'est pas forcément très agréable. Vous pouvez mettre ça sur votre toit. Et donc, alors, c'est pareil, les gens vous disent, ah oui, mais on va faire des maisons à énergie positive, c'est-à-dire des maisons qui produisent plus qu'elles ne consomment. Alors, il faut bien vous dire que ça, c'est l'arnaque. Ça marche bien quand vous êtes le seul à avoir une maison à énergie positive, parce que quand vous allez avoir trop d'électricité, vous le revendez à EDF. Mais si tout le monde a une maison à énergie positive, la plupart des gens, ils dorment en même temps, donc ils n'ont pas besoin d'électricité, et puis tout le monde a besoin d'électricité en même temps. Donc quand vous aurez un excès d'électricité, votre voisin, il aura un excès d'électricité, personne n'en voudra. Donc d'où l'intérêt d'avoir un véhicule qui soit un véhicule électrique, soit un véhicule hybride rechargeable. Parce que quand vous allez avoir trop d'électricité, vous renverrez l'excédent d'électricité pour charger votre batterie de voiture. Et donc le lendemain, vous aurez de l'énergie dans votre voiture pour aller à votre travail ou aller vous promener. Alors par exemple au Japon, ça existait. La Prius, c'est une voiture, bon alors elle a une toute petite batterie, parce que c'est un hybride normal, mais elle était capable d'alimenter une maison. Tout était fait pour alimenter une maison. Et le gouvernement a interdit, alors c'est-à-dire les gens ils allaient par exemple pique-niquer, ils prenaient leur Prius et puis ils mettaient leur barbecue électrique sur leur Prius. Alors le gouvernement il a interdit ça, parce qu'il dit bon au point de vue sécurité c'est pas bien, interdiction de récupérer l'énergie de votre voiture, de votre batterie. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu le tsunami? Il y a plein de Japonais qui sont morts, parce que tous les gens qui avaient des appareils respiratoires qui s'alimentaient à l'électricité, tout d'un coup il n'y a plus d'électricité dans le pays. Et ces gens-là, ils sont morts parce qu'ils ne pouvaient plus alimenter leur appareil respiratoire ou d'autres. Et avant, ils le faisaient avec leur Prius. Ils branchaient leur Prius pour alimenter leur appareil respiratoire. Et donc maintenant, le gouvernement a rechangé la loi pour autoriser à nouveau les gens à utiliser l'énergie qu'ils avaient stockée dans leur voiture. Donc on voit que le problème de l'énergie, ce n'est pas un problème simple. Notamment l'électricité, ça envahit nos vies. L'électricité, il y en a partout maintenant. Donc... Vous imaginez, si on revenait dans l'ancien temps que vous ayez une centrale à charbon, enfin votre poêle à charbon pour alimenter votre téléviseur, je veux dire, ça serait invivable. Alors heureusement, vous avez l'électricité, vous alimentez tout avec ça, quoi. Alors effectivement, quand on aura des panneaux solaires pas chers, encore moins chers que maintenant, qu'on aura des moyens de stockage qui seront en gros pas trop chers, on pourra faire des choses. Alors le meilleur moyen de stockage, c'est quand même la voiture, parce que là, vous doublez pas votre batterie. Alors, ce que pensent sans doute faire les gens dans le futur, c'est de dire, de manière, une batterie de voiture, ça s'use. Quand vous achetez une voiture électrique, c'est comme un vélo électrique, vous perdez 10 à 15% de votre capacité par an. Donc, si vous achetez une voiture qui a soi-disant donné pour 300 km, alors déjà, ces 300 km, c'est comme quand vous achetez une voiture, on vous dit qu'elle consomme 4 litres au 100, puis vous apercevez qu'elle consomme 7 litres. Donc, 300 km, vous divisez en gros par, ça va faire 200 km, et puis tous les ans, vous allez perdre 20 à 30 km, quoi. Et donc, à un moment, vous n'aurez plus rien pour votre voiture, quoi. Enfin, elle va faire 50-60 km. Donc, dans ce cas-là, on peut se dire, on va prendre cette batterie-là et la mettre dans une maison, parce que dans une maison, c'est pas très grave de ne pas avoir beaucoup d'autonomie, puisque de toute manière, vous êtes chez vous, vous tombez en panne de batterie, c'est pas bien grave. Donc la filière des batteries, ça va pas être quelque chose de simple, sachant qu'en plus, les batteries lithium-ion, c'est des batteries qui sont quand même relativement dangereuses. Alors, une chose, c'est quand vous avez vos téléphones. Alors, il y a des bruits qui couraient, si vous vous souvenez, c'était les batteries cadmium-nickel. Alors, les cadmium-nickel, il fallait absolument les décharger complètement pour les recharger, sans ça, il y avait l'effet mémoire. C'est-à-dire, si vous ne le faisiez pas, votre batterie, la capacité diminuait de plus en plus. Ce n'est pas le cas avec les batteries lithium-ion. Par contre, elles ont un inconvénient, c'est que si vous les rechargez trop, elles explosent ou elles prennent feu. Alors, en général, vous avez une protection. Alors, le problème, c'est quand la protection électronique est en panne, là, vous avez des problèmes, c'est ce qui explique les problèmes que les gens ont eu avec les téléphones ou les ordinateurs. Et l'autre chose, c'est qu'une batterie lithium-ion, quand elle est trop déchargée, elle est morte. Vous ne pouvez plus la recharger. Et d'autre part, c'est pas comme... il y avait une publicité avant, c'était la pile, je ne sais plus quoi, ne s'use que si l'on s'en sert. La pile Vendée ne s'use que si l'on s'en sert. La transposition lithium-ion, c'est la batterie lithium-ion s'use même si on ne s'en sert pas.
C'est-à-dire que quand vous achetez par exemple un ordinateur, puis vous dites bah, je vais acheter une batterie en secours pour quand elle sera en panne, je la changerai. Ben, ça ne sert à rien, elle sera usée pareil. Donc ne pas acheter une batterie qu'on n'utilise pas. Et d'autre part, vous avez toujours intérêt, dès que votre téléphone est un peu déchargé, à le recharger tout de suite, parce que vous augmentez en fait le nombre de cycles. Le nombre de cycles d'une batterie, c'est à peu près 1000, entre 500 et 1000. Si vous êtes capable de décharger, si vous le rechargez très régulièrement, vous pouvez avoir 10 000, 20 000 cycles. Hein, d'ailleurs, c'est comme ça que fonctionne une Prius. Une Prius, normalement, l'autonomie de la batterie, c'est 20 km, mais vous utilisez que 2 km, parce qu'il la recharge que 10%. Et avec ça, la batterie, elle dure 10-15 ans. Quoi. Alors que si vous la déchargez complètement, au bout de 4-5 ans, il faut la changer. Et donc, si vous passez à la caisse, ça va vous faire 2 à 3 000 euros. Si vous avez une voiture électrique, ça vous fera 10 à 15 000 euros. Donc, c'est pas des choses simples. Et alors, actuellement, on a une dépendance vis-à-vis du pétrole. Demain, on aura une dépendance vis-à-vis du lithium. Et le lithium, on en trouve en Amérique du Sud. Et donc, ça sera un autre type de dépendance, quoi. Alors, donc, pour en revenir aux batteries lithium-ion, donc vous avez les batteries lithium-ion pour vos ordinateurs et vos téléphones, qui ont beaucoup d'énergie, mais qui sont dangereuses. Et puis, vous avez les batteries lithium-ion pour les voitures, où là, la densité d'énergie est plus faible, mais qui sont beaucoup plus sûres. Parce que si vous aviez un accident dans une voiture, elle a 25 kWh d'énergie. Hein. Je peux vous dire, là, il ne vous retrouvez plus personne. Hein, si vous aviez vraiment un accident, quand j'ai un accident de batterie. Hein. Faut savoir que 1 kWh, bon, pour vous, c'est pas grand-chose, c'est 10-15 centimes d'euros quand vous l'achetez chez EDF. Mais 1 kWh, c'est la même quantité d'énergie que possède un camion de 10 tonnes qui roule à 100 km/h. Donc vous imaginez, vous mettez un piéton, le camion de 10 tonnes arrive à 100 km/h, ben, il ne s'arrête même pas, hein, le piéton il est mort. Donc 1 kWh, c'est beaucoup d'énergie. Hein. Dans vos téléphones, vous n'avez presque rien comme énergie. Oui, vous avez une batterie de vélo électrique, c'est 400 Wh. Une batterie de voiture, c'est 20-25 kWh. Quoi. Donc c'est des quantités d'énergie qui sont absolument énormes. 1 kWh, c'est l'eau, c'est l'énergie que vous récupérez en faisant tomber de l'eau, 3,6 tonnes d'eau d'une hauteur de 100 mètres. Et quand vous avez les grands arbres, là, genre les séquoias, pour remonter l'eau, parce qu'ils pompent l'eau avec leurs racines, bon, vous les remontez de 100 mètres, en gros, un séquoia, ça consomme à peu près 0,4 kWh par jour. Donc, c'est-à-dire qu'il remonte tous les jours à peu près 2 tonnes d'eau.